Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 36e épisode numéro 35. Nous sommes le 9 mars 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière, je travaille chez Clever Cloud et je m'occupe de tout ce qui est interface utilisateur graphique et command line, ligne de commande. Et je suis aussi accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous ? Le Bonjour. remède contre la déprime. Oui. C'est sur YouTube, vous irez voir. C'est des ampoules d'alcoricine. C'est un remède contre la déprime et c'est vachement bien. On s'en fout, on est sur YouTube, on n'a pas la loi. Moi, je dirige Clever Cloud, donc je fais des fois du code, des fois de la finance, des fois du market. Là, je suis en train de rédiger un document légal en même temps que je fais le podcast, parce que je suis multitâche. Et je suis aussi accompagné de Emmanuel Bernard. Bonjour Emmanuel, qui êtes-vous ? Bonjour, tada. Eh bien moi, je suis plein de choses. Hein. Je dois être un peu le papy du podcast français technique. Carrément. Parce qu'on a démarré en 2000, je sais plus combien, 2009, un truc comme ça. 9, ouais. Avec les Cascoleurs. Sinon, je suis chez Red Hat et je fais beaucoup d'open source, donc Hibernate, enfin dans l'univers Java, donc Hibernate, le Object Relational Mapper, c'est là que j'ai débuté, où j'ai accéléré. Et puis plus récemment, Quarkus, qui est, je vais pas dire ce que c'est, mais c'est un framework pour faire des applis clone native, Kubernetes, tout ça. Voilà. C'est surtout un framework Java un peu. C'est surtout un framework Java un peu moderne. Pour ceux qui se souviennent, Quarkus, c'est ce qui me fait le plus ressentir les bons côtés de Play 1. Pour ceux qui ont le souvenir de ce qu'était Play 1 et ok, il y avait 2-3 loups cachés pour faire Play 1, et il y a moins de loups cachés dans le cas de Quarkus. Et en plus, Quarkus permet d'utiliser plusieurs JVM, dont Graal. Oui, enfin, dont la compilation native. Donc, alors, ça reste une JVM-ish, mais il n'y a pas le just-in-time compiler, puisqu'on a tout précompilé au moment de, comme toutes les autres trucs, genre en C ou en Rust, on a tout précompilé au moment du build, ce qui fait que les temps de démarrage sont beaucoup plus rapides et surtout le code il n'est pas interprété au début, donc il est très rapide dès le début. Et puis il y a une consommation mémoire qui est plus légère aussi pour les applis qui ont peu de données. Voilà. Donc c'est moi top. Ce que j'avais kiffé, c'est tout le taf upsource que vous aviez fait pour modifier tous les millions de projets dont vous aviez besoin pour quarkusifier la stack. Ouais. Alors là, il y a deux éléments. Il y a l'un qui est faire marcher ça en compilation native. Donc ça, c'est pas mal de boulot. Et puis après, Quarkus, comme en fait, il démarre les frameworks au moment du build. Entre guillemets, j'aime bien résumer ça comme ça. Il y a finalement ce pont entre les frameworks pour les faire démarrer au moment du build, ensuite faire un snapshot et finir le démarrage au moment où vous démarrez effectivement l'application. C'est comme ça qu'on gagne plein de temps, que ce soit sur la JVM ou en compilation native d'ailleurs. Et là, il y avait un peu de taf. Mais après, on a démarré petit, mais maintenant, c'est impressionnant le nombre de librairies qu'on supporte nativement. Compatible. Top, on en parlera probablement tout à l'heure. On commence par une news, comme d'habitude, et on parle de Brave. Brave, c'est un navigateur alternatif à Firefox et à Chrome. Alors, alternatif, je pense que c'est Hubert, tu me dis si je me trompe, mais ça utilise le même moteur de rendu que Chrome. Donc, Chromium en dessous, mais... Comme tous les autres browsers de l'univers, à part Firefox. Et à part Safari. Et Safari. Mais ouais, ça utilise Chromium en dessous. Et donc Brave, qui sont une alternative, sans dire éthique, au moins plus safe et plus branchée sécurité et vie privée, ont acheté un moteur de recherche qui promet pas de tracking, pas de profiling, pas de trucs pas bien, mais éventuellement une version payante sans pub, voire même dans l'article, il parle de BAT, le Brave Attention Token. En gros, on peut se faire payer en crypto en regardant des pubs ou en autorisant les pubs. Je trouve ça assez rigolo comme concept, même si j'ai pas une passion pour les crypto-monnaies. Et techniquement, vous avez parce que j'ai lu un peu trop en diagonale, du coup, par rapport à un DuckDuckGo, déjà, il fait effectivement de l'indexation. DuckDuckGo, je crois qu'ils font plutôt de l'agrégation, mais au final, pour l'utilisateur final, la différence, c'est quoi ? C'est ça, DuckDuckGo, c'est un métamoteur, donc c'est du Google en dessous, en fait.
ça utilise d'autres moteurs existants. Parce que faire un index, c'est hyper compliqué, c'est hyper cher. Et il faudra qu'on demande à Hugo Venturini de venir nous voir et nous expliquer tout ça un jour, qui bosse chez Quant. Et eux, ils n'ont pas un index. Ils ont un index qui a été crowdsourcé. Si j'ai bien compris l'article, en fait, la boîte qu'ils ont rachetée, qui s'appelait Telcat, avait payé des gens. Non, c'est de toute façon, c'est la boîte, elle est morte et ils ont racheté l'IP en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils crowdsourçaient leur index. Donc, ça te promet un index entre guillemets plus pertinent que les autres. Parce c'est ça. Ils demandent à des gens anonymement de suivre les clics qu'ils font après qu'ils aient fait une recherche, genre c'est tellement pourri, je vais faire autre chose. Et du coup, ils essaient de s'améliorer comme ça. C'est ça ? C'est ça. Intéressant. Ouais. En fait, j'avoue, je connais pas d'autres qui font ça. Clix, c'était sponsorisé par Burda. Burda Media, c'est une très très grosse boîte de presse allemande qui est née de patrons de couture après-guerre. Donc c'est des gens qui vendaient des patrons de couture en fait. Et en fait, c'est devenu une énorme boîte de médias et des magazines comme Management, le genre Maison et Travaux et tout, enfin ce genre de trucs. J'ai plus la liste des titres exactement en tête. C'est Burda Media, donc c'est une très très grosse boutique Burda Media. Et en fait, c'est eux qui sponsorisaient Clix et ils ont arrêté au printemps dernier parce que affectés par la pandémie. Et ils n'arrivaient pas à trouver un modèle sustainable. Donc en fait, cette année, ça a été un peu les grosses entreprises de presse allemandes qui étaient Burda et qui étaient de l'autre côté Axel Springer, se sont un peu écrasées face aux Américains l'an dernier. Ça a été assez triste, notamment parce qu'Axel Springer a été racheté par KKR. Donc en fait maintenant c'est des Américains en fait, et c'est pour ça que par exemple ils se sont retirés de beaucoup de projets dont l'OIP, qu'ils ont pris des décisions assez bizarres aussi dans l'actionnariat de Quant, etc. Donc en fait c'est vraiment une attaque en règle des Américains, et ce qui est intéressant c'est de voir une boîte comme Brave récupérer les gens de Clix et essayer de monter quelque chose. Brave, c'est une boîte, ils font beaucoup de trucs intéressants. Donc il y a le BAT. Le BAT, en fait, l'idée c'est de dire ton browser va regarder sur quel site tu passes du temps, et après te proposer une liste de gens que tu vas rémunérer, parce qu'on a bloqué leur pub, mais du coup tu peux décider qui tu vas rémunérer quand même en fonction du temps que tu y as passé en BAT. Et je dis pas que ça solve tous les problèmes de financement du web, mais à un moment je trouve que c'est assez intéressant de la part d'un browser qui arrive en disant on va éliminer de la pub, d'arriver avec des modèles de financement différents. Et Brave, ils font beaucoup de choses, et je pense que dans tous les navigateurs Chromium-based, c'est celui qui s'écarte le plus en plus du mainline. Moi, c'est un navigateur qui est assez sympa. J'utilise Firefox et Brave, moi. Je mets tous les outils Google dans un Chromium-based parce que ces gens-là réduisent artificiellement les performances sous Firefox. Mais du coup, sous Brave, t'as un assez bon résultat. Hein. Ouais. Bah, c'est la mainmise de Google sur le net, quoi. Non, parce que moi, j'utilise Firefox en principal, mais c'est vrai que t'en chies un peu. Safari, il y avait des trucs genre CTRL-C, CTRL-V, ça marchait même pas. Enfin, t'as des trucs juste hallucinants, quoi. T'es obligé d'utiliser Chrome ou Chromium, quoi. Et pour utiliser ce merveilleux outil qui nous permet d'enregistrer ce podcast dans de bonnes conditions, nous sommes tous sous Chrome. Non, je suis sous Ils viennent de lâcher Firefox dans la nouvelle version. Joyeux bonheur. Oui, ou bref, ça marche. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, Quentin, c'est un des rares qui... Ouais, c'est un des rares qui, en décidant de bloquer la pub, dit on va réfléchir à une alternative. Ça, moi, je trouve ça pertinent. Après, le modèle, on peut en discuter du bad, du comment ça marche, mais là, c'est une opinion très personnelle. Mais je pense qu'il faut qu'on aille vers des nouveaux modèles sur la rémunération en ligne et le tout gratuit et la pub. Et au moins, là, il y a des propositions. Après, on n'aime pas, mais il y a de la proposition. Je trouve ça intéressant. Bah, Google avait essayé un moment où tu payais, tu disais, voilà, moi je mets tant d'argent par rapport au... En fait, la pub, elle faisait tracker, mais ça n'a pas vraiment décollé, quoi. Ouais. Peut-être c'était trop tôt aussi. En tout cas, je trouve que c'est des gens qui portent une réflexion, et par ailleurs, le leader chez Brave, c'est Brendan Hay, qui est le mec qui a inventé JavaScript, en fait. Donc je sais que c'était une personne controversée, notamment dans l'écosystème Mozilla, et je vais pas revenir sur cette polémique-là, mais c'est pas
Enfin, c'est pas des gens qui viennent de nulle part dans le web. Et du coup, je trouve ça intéressant de regarder qui sont ces gens, ce qu'ils font. Et voilà, c'est des gens intéressants, bref, je trouve. Je dis pas que je soutiens 100% de leurs actions. C'est le mec qui, genre, en 7 jours a dû le faire à l'arrache, là, c'est ça? Pardon? Il fait partie de cette team-là. C'est le mec qui, en 7 jours, a dû le faire à l'arrache? Ouais. Ok. C'est quelqu'un qui a des vraies idées sur Internet et qui a déjà contribué à beaucoup, quoi. Alors après, on peut décider que c'est discutable, mais par exemple, Brave intègre IPFS de base. Donc, ils ont vraiment beaucoup d'actions intéressantes aujourd'hui dans un univers qui est très sclérosé, je trouve, les browsers, où tu sens que Mozilla aujourd'hui, ils struggle un peu pour survivre, c'est compliqué, enfin, tu vois, tu sens que c'est compliqué, qu'ils sont dans des actions plutôt défensives et qu'ils ont du mal à être offensifs, et ils sont vraiment sur la privacy, etc. Ils font des choses intéressantes. Je trouve que Brave a quelque chose d'intéressant dans sa capacité à ouvrir le débat et qui sont plus dans l'expérimentation aujourd'hui. Et je les attendais pas tellement sur ce truc-là, mais j'ai trouvé ça intéressant. Non. Ouais. Ok. On passe au lien suivant, c'est le gros rachat tech de la semaine, puisque Okta a décidé de racheter Auth0. Alors Auth0 et Okta sont des fournisseurs d'identification et d'authentification, si je résume ça très rapidement. On est à un rachat à, je sais pas, 6 milliards et demi. Alors 6 milliards et demi, ça va pas être du cash, ça va être de la valuation en... Ouais, c'est ça. C'est un don d'action. Ouais. Donc voilà, ils sont... Après, l'action, elle est en bourse, donc techniquement... Ouais, ça peut être du cash, effectivement. Et je sais pas, moi je trouve ça intéressant parce que Auth0 et Okta, on les voit pas trop dans le monde de l'open source, nous en France. On voit un évangéliste Okta régulièrement à Devox qui s'appelle, j'ai oublié son Matt Rebel, qu'on voit régulièrement, qui était très présent dans l'écosystème Gipster, etc. Et dans l'écosystème Quarkus, moi je vois Keycloak partout, qui est une version open source, on-prem, installable de ce que fournissent ces services-là as a service. Matt a fait l'intégration Okta, hein, justement. Auth0, on les a vus un peu en conf à une époque où ils évangélisaient un peu autour de JWT en 2014 et quelques. Et voilà, moi je suis impressionné par la... Ça fait un peu la même chose, on est d'accord? C'est peut-être une segmentation de marché différente où ils font du rachat de compètes. La vision que j'en ai, c'est que c'est la même chose, mais je connais pas très bien, je les ai jamais utilisés. J'ai regardé un peu les API, mais... Ouais. Ouais, après, pour moi, c'est... Vas-y. Excuse-moi, vas-y. Perte de 13% de la capitalisation quand ils ont annoncé le truc. Donc, visiblement, les gens pensaient que ça valait pas exactement 6,5 milliards. Ce qui est marrant, c'est que juste après, ils t'expliquent que les patrons sont potes et se connaissent depuis super longtemps. Ouais. C'est un peu comme Square qui rachète la boîte de Jay-Z de musique et tu te dis, mais elle est où la synergie exactement? Parce que moi, j'ai lu un article où il disait non, mais on va pouvoir aider les artistes à se financer. Là, tu dis... Bref. Okta, ça a changé de nom. Avant, ça s'appelait autrement, non? Alors, c'est déjà issu d'un merge ou d'un rachat, puisque Matt Rebel, à l'époque, bossait pour une autre boîte qui a fini dans Okta. Il faut que je me rappelle. Ouais, ça va me revenir. Il n'y avait pas Hero dedans, une connerie comme ça? Mais ça faisait déjà ce que ça faisait, un truc dot as a service, mais... ouais, manifestement, c'est un espace qui se réduit et qui se streamline un peu, ouais. Ils veulent être l'acteur incontournable des non-cloud providers autour de ça. Je pense que c'est un peu leur idée, quoi. Ce qui est logique, hein, il y a toujours un moment où le marché se resserre autour des deux grands acteurs et manifestement de l'authentification, c'est le moment. Après, en France, on a d'autres personnes qu'on peut mentionner, dont j'oublie toujours le nom, mais Quentin, les Français qui font du Keycloak souvent. Du Keycloak souvent? Ouais. Mathieu. C'est plus du consulting du coup, mais... Non, il n'y a pas un produit, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de Keycloak, il y a des bons experts comme Mathieu Passereau en Keycloak, mais je connais pas aujourd'hui de Keycloak as a service simple, ne serait-ce que parce que l'architecture de Keycloak est pas facile. Du coup, tu vas te faire engueuler par Mathieu.
Parce que le boulot de Mathieu, c'est Please Open, et quand tu vas sur le compte Twitter de Please Open, c'est Keycloak as a Service. Donc il y a un Keycloak as a Service par Mathieu Post. C'est à lui que je pensais. Et par Clever Cloud. Il y en a un autre parce qu'il y a les mecs qui ont accéléré la quarkification de Keycloak. Je crois qu'ils étaient un peu dans ce business-là. Là. Leur nom m'échappe. Mais il y a Forge Rock, ils sont pas français, Forge Rock ? Ils sont pas exactement français, mais il y a plein de français. Il y a l'historique de Sun, donc il y a Ludo et pas mal d'autres gens autour. Ouais, mais enfin, très sincèrement, autant j'adore Keycloak et on l'utilise en interne chez Clever sur des sujets, autant, par rapport à Auth0, la facilité de mise en place est quand même pas tout à fait la même encore, quoi. Mais c'est plus flexible, ça fait plus de choses. Non, il y a du taf. Et t'es libre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de... Ouais. Moi, de ce que j'ai écouté de gens, c'est que Keycloak super quand tu déploies chez toi, et après Auth0 super quand tu es en SaaS. Quand tu veux avoir le choix et passer de l'un à l'autre, aujourd'hui, il n'y a pas exactement de ouais, en SaaS, t'en as quelques-uns de plus. T'as le produit de Google sur Firebase Auth, t'as ce genre de truc. Mais t'as pas de... En fait, c'est très compliqué. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de standard pour passer d'un système à l'autre et balader ta base user. Et en fait, ça, à chaque fois, c'est l'enfer sur Terre. Bah, il s'appelle LDAP. Mais non. Merci, Laurent. Ouais, je suis toujours brûlé d'avoir... J'ai dû écrire une requête LDAP une fois. Ça m'a traumatisé. Ouais, je comprends. D'abord, tu as dû te connecter, ouvrir la session... Et ouais. Ça, sauf si t'avais plus. Tu vois, je fais truc qui le faisait tout seul. Je fais du blackout. Il y avait Apache Directory Server qui était une distrib d'Eclipse avec toutes les libs LDAP dedans pour pouvoir tester. Et du coup, je m'en servais chaque fois que j'allais configurer l'annuaire d'utilisateurs Nuxeo chez des gros clients, genre l'Éducation nationale. Apache Directory Server était un serveur. Apache Directory Studio était le truc dont tu parles. Qui embarque les mêmes trucs. Mais du coup, Apache Directory Server marche très très bien. Yes. Ouais. Voilà. On passe au lien suivant. Et c'est la vente de téléphones sans Android de Google, maintenant disponible aux États-Unis. En Europe, ça fait longtemps qu'on l'a via la eFoundation via la eFoundation, parce que je crois que le Fairphone par défaut c'est du Android normal, mais en plus tu peux charger dessus, qui est donc le Android dégooglé basé sur LineageOS, qui est une distro Android sans les API Google proprio. La eFoundation qui est fondée par Gaël Duvad, le mec qui a créé Mandrake Linux. Ouais. À l'époque où tu pouvais acheter à la Fnac des boîtes avec des CD de distribution de Linux. C'était encore matériel, quoi. Tu pouvais toucher ta distro. On allait à Surcouf, on était hype. C'est vrai, on allait fouiller dans les bacs en carton pour trouver des barrettes de Ramedeo dans Surcouf. Vieux. Bref, l'article met en exergue surtout le fait que ça y est, aux US maintenant c'est possible. Eux, ils n'ont pas l'option Fairphone encore, je crois. Ça, c'est de ce que dit l'article, j'ai pas vérifié. Mais je trouve ça intéressant parce que moi je connaissais pas. J'ai commencé à regarder un peu la eFoundation via Agnès et le Fairphone, parce que je savais qu'ils avaient fait un partnership, un partenariat, pardon. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils font du Samsung de seconde main qui te retape et ils mettent leur logiciel donc qui est Google Free, donc Android sans tous les services Google avec des alternatives. Et paf, supporté 1 an, 2 ans, l'OS 3 ans. Donc voilà, c'est intéressant avec des prix du coup un peu plus bas. Je savais pas moi, donc c'est cool. Du coup, c'est. Moi, j'avoue quand je sais pas si. Bon après on dit ça, mais enfin je dis ça, mais en vrai, voilà. Donc on n'y est pas encore, hein, en tout cas de mon côté. Ah regarde. Mais il verse à venir en bas. Le Fairphone et le téléphone. C'est pas très radiophonique, Android mais chez Clever. C'est vrai, cool. Donc je précise, j'ai un Fairphone depuis
depuis le mois de Gris, septembre. tout dit ce gris, mais ça, c'était avant. Ouais. Avant que ça devienne le standard, c'était Huawei P20 Pro le standard. Mais ouais, moi j'ai un Fairphone depuis le mois de septembre et je l'ai pris sous Android normal parce que j'avoue qu'encore aujourd'hui, j'utilise beaucoup de services de Google. Et j'ai encore du mal à comprendre comment... parce que, alors, ça fait des années que j'ai pas fait de développement Android, mais quand tu développes une app, pour beaucoup de choses, tu es obligé d'inclure le paquet des Google Services. Et je me demande comment ça marche. Est-ce qu'ils émulent ces API-là ? Ouais, je sais ils ont un produit qui s'appelle MicroG. Mais du coup, j'imagine... En fait, c'est une réimplémentation. En fait, MicroG réimplémente les Google bidules. Ouais. En fait, les Google Services sont réimplémentés sur le magasin. Ouais. Le magasin, c'est genre F-Droid ou c'est un autre ? C'est celui que tu veux, mais effectivement, il y a F-Droid et il y en a d'autres. C'est comme toujours quand tu te libères. Après, la libération d'Android est aussi accélérée parce que il y a l'engueulade autour de Huawei qui fait que Huawei s'est barré de son côté, a fait son magasin, a fait son système de paiement, a fait tout son truc. Donc en fait, si tu veux, il y a une morcelisation de l'écosystème Android qui, in fine, profite à i. Mais la raison aussi pour laquelle toi, tu as un téléphone Google, c'est que moi, je les achète directement chez Fairphone, les téléphones. Et en fait, Fairphone, comme ils sont Android, labellisés Android, ils n'ont pas le droit de vendre d'Android Google Free. Ouais. Et en fait, ils sont obligés de vendre des téléphones à la i-Foundation qui, eux, mettent du i dessus et les vendent. Et en fait, si tu veux du Google Free, tu ne peux pas l'acheter à Fairphone, tu es obligé de l'acheter à la i-Foundation. Et ça fait partie du contrat que tu as avec Google. C'est qu'à partir du moment où tu veux vendre du Android Googleisé, tu n'as pas le droit de vendre autre chose. Et c'est comme d'habitude chez Google, c'est un jeu très compliqué de contrat, assez pénible. Je vous laisse écouter d'ailleurs le double épisode de Tariq Krim dans les Cascodeurs où il parle de l'aventure qu'il a eue autour des Google Chrome. Comment ils s'appellent comment s'appellent ces ordinateurs-là ? Les netbooks. Ouais, les Chromebooks. Les Chromebooks, voilà. Oui, enfin, cette catégorie-là, ouais. Et du coup, ils étaient partis sur ce marché, puis d'un coup, pouf, ils pouvaient plus se sourcer pour acheter des cartes mères, des machins. Ils se demandaient pourquoi, et en fait, ils n'ont pas eu la confirmation nécessairement, mais c'est probablement un truc comme ce qu'expliquait Quentin. D'un coup, toutes les sources disaient, vu qu'on travaille avec Google, on ne travaille plus avec vous, et puis ils sont dû passer à autre chose. Ouais, ils se sont fait sortir par Google et Microsoft de ce marché-là, mais manu militari, quoi. Avec un mépris total pour toutes les lois antitrust, un truc splendide. On va pas se faire chier. Hein. Bref, acheter des Fairphone qui par ailleurs ont l'autre intérêt, parce que du coup les gens ne savent peut-être pas ce qu'est Fairphone, et c'est vrai qu'un jour il faudra qu'on invite Agnès, mais les Fairphone, ils vont très très loin. Non seulement ils font du Android, redégoogliser si tu le veux, mais surtout c'est des gens qui le maintiennent pendant très longtemps, qui sont sur l'idée du mois d'utilisation et qui après, quand ils vont te mettre des composants, vont aller jusque dans les mines, vérifier qu'il n'y a pas du travail d'enfant, etc. Ils essayent au maximum de sourcer des composants et des matériaux premiers de composants qu'on pourrait qualifier d'acceptables dans leur façon d'être utilisés. Ils n'arrivent pas à le faire à 100%, mais ils arrivent à le faire, et en plus c'est des Européens. Non, ils font au mieux. Donc ils font au mieux dans ce monde qui est pas facile et dans lequel ils sont un peu tout seuls. Quoi. Ils sont surtout complètement démontables et remontables, et ils s'engagent à continuer à fournir des pièces de rechange pendant 10 ans. Donc l'obsolescence programmée est quand même un énorme problème dans ce monde-là. Ils t'expliquent qu'au moins pendant 10 ans, t'es pépère, et en plus potentiellement tu auras des upgrades possibles sur ton tel, ce qui est quand même très très j'allais dire, et on en a déjà parlé dans l'épisode des Cascodeurs où on a c'était au mois de septembre, on a parlé de l'annonce du Fairphone 3 Plus. Moi c'est potentiellement plus cette partie-là qui m'a séduit à l'achat du Fairphone, c'est le côté modulaire et anti-obsolescence programmée où en fait là, depuis que je l'ai acheté en août-septembre, il y a un nouvel appareil photo qui est dispo. Et tu peux juste mettre à jour l'appareil photo. Alors au départ, je me suis dit, je vais attendre un peu. Depuis, j'ai acheté des chats et du coup, j'ai adopté des chats et du coup, je pense que je vais acheter le nouvel appareil photo parce que là, mes photos, elles sont craignos. Mais non, le fait de se dire, je vais pouvoir juste mettre à jour une partie de mon téléphone, c'est
En fait, je trouve ça dingue qu'en 2021, on n'ait pas plus de solutions comme ça. Je sais qu'il y avait une initiative qui s'appelait Blocks, je crois, qui avait plus ou moins été repris par Google, puis abandonné. Je sais pas trop ce que ça a donné. Mais il faudrait qu'il y en ait plus, quoi. Ouais, t'as toujours un Kickstarter par an ou un projet comme ça qui dit regardez, on va faire un truc génial. Et puis en fait... C'est difficile encore, vous en parlerez avec Agnès, mais elle expliquait notamment vérifier qu'il n'y a pas des petits enfants qui vont gratter dans les mines. Super compliqué et long. Donc ça c'est pas la modularité, mais c'est un autre aspect qui fait que c'est long. Et puis la logistique, ça s'apprend sur le tas, quoi. Enfin, je sais pas en vrai parce que je fais pas de logistique, mais c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, je peux confirmer parce que du coup, je me suis tapé de la vraie logistique industrielle sur Maker. Et la logistique, c'est très, très, très compliqué. Et en fait, les gens imaginent pas du tout ce que le poids de la logistique peut représenter en termes de déplacement dans un produit fini, en fait, à la fois en prix et en consommation carbone. Parce qu'en fait, tu as souvent besoin qu'une usine fasse quelque chose. Moi, je t'arrête tout de suite, Quentin. Moi, on m'a dit que ce problème-là avait été réglé par une technologie qui s'appelle les conteneurs. Voilà. Non, en fait, les conteneurs ont juste fourni un standard pour que ce soit moins pénible de faire de la logistique. Mais en fait, même comme ça, en fait, c'est des très très gros volumes. Et en fait, très souvent, tu utilises juste des cartons. Et la logistique, c'est vraiment un sujet passionnant et qui touche énormément de business différents. En fait, jusqu'au e-commerce. Et on le voit bien aujourd'hui dans l'invasion d'Amazon en France. Là, ils ont commencé leur propre service de logistique avec une vision complètement opposée à ceux qu'ils faisaient avant. Et on voit bien l'impact que ça a sur l'utilisateur, ce genre de choses. Donc c'est un vrai sujet, la logistique, qui est hyper intéressant. Je pense qu'un jour, il faudrait qu'on accueille des logisticiens dans cette émission pour qu'on essaye d'expliquer aux gens l'impact de la logistique. Est-ce que tu crois que ça explique pourquoi on reçoit des cartons énormes avec un tout petit carton à l'intérieur et beaucoup de papier? Oui, c'est c'est littéralement des problèmes de standardisation logistique. Et dans Maker, j'ai littéralement dû faire ça. C'est-à-dire que j'avais des fois 2 composants pétés à envoyer qui auraient pu tenir dans une enveloppe, mais le contrat logistique qu'on avait à un instant T était tel qu'il fallait que je le mette dans des cartons particuliers. Sachant que dans Maker, j'ai bénéficié de la meilleure expérience logistique, puisque en fait, pendant toute la partie R&D, les gens qui transportaient ce dont on avait besoin, c'était la boîte qui en fait gère le transport de matériaux combustibles pour le CEA. Et en fait, c'est des gens, ils ont l'expérience logistique la plus incroyable du monde. C'est-à-dire qu'ils ont des gens dans toute l'Europe à moins d'1 heure de chaque point de l'Europe. Et donc en fait, quand tu as besoin d'un paquet, tu appelles un numéro en 06 en plus. C'est ça qui est très étrange. Tu dis, j'ai besoin que quelqu'un prenne un paquet à telle adresse au plus vite et me l'amène maintenant. Et en fait, 1 heure plus tard, dernier délai, ton paquet a été pick-up là où il a été. Et il arrive ventre à terre sans discuter avec des gens qui se relaient sur la route. Enfin, c'est une organisation de dingue. Et en fait, en logistique, c'est l'expérience la plus incroyable. C'est l'ICOS, tu vois, c'est faut aller chercher ça là-bas. Trafic de drogue, ton truc plutôt, là. Ah, c'est extraordinaire. Quand t'as géré un tout petit peu de logistique autour des salons, comme Laurent et moi, où tes cartons de t-shirts n'arrivent jamais à l'heure, ton stand est paumé par les gens de chez Chronopost. En logistique, les salons, ça te donne envie de mourir, quoi, tu vois. Et là, t'as cette expérience-là. Bon, après, tu reçois la facture. Mondial relais, comme ça, t'es sûr que ça n'arrivera pas. Emmanuel. Essaye Mondial relais, au moins, t'es sûr que ça n'arrivera pas. Ouais. Du coup, j'ai plutôt envie de continuer ce podcast. Je suis triste à l'idée de repenser à tous mes échecs de logistique et je souhaite m'arrêter. Mais bref, merci passons COVID, au lien ça. suivant. C'est toi, Emmanuel, qui l'a ramené celui-là. Ouais. Donc Compensation as a reflection of values. Ouais. Donc c'est une boîte qui s'appelle Oxide Computer, qui essaye de pas trop bien été creusé, mais ils essaient de réinventer l'ordinateur jusqu'au hardware, un truc qui va hyper scaler, mais pour tout le monde. Et en fait, ils ont une philosophie qui dit, bon, on va arrêter de se faire chier, on va payer tout le monde à 175K USD, voilà, par an, tout le monde,
où qu'ils soient. Donc, que tu sois à la Silicon Valley, à Atlanta, à Paris, à Bombay. Après, en vrai, je sais pas dans quel niveau ils sont distribués. Et l'idée, c'est de dire, voilà, nous, on veut éviter des complexités du genre, il faut quantifier la valeur de chacun, la performance de chacun pour, du coup, faire une adéquation par rapport à son salaire. On veut décorer le fait que les gens, ils doivent travailler au succès de l'équipe versus leur objectif individuel pour justement matcher cette quantification, donc éviter le système gaming. En fait, quand on a des sales, on comprend assez viscéralement ce que ça veut dire que gamer le système. Que au moins c'est clair, c'est transparent, et que effectivement c'est probablement un salaire qui est plus bas que. Alors on parle de salaire dans l'IT, hein, donc en plus ils sont à San Francisco, donc il y a des gens qui font en gros relativement une baisse de salaire quand ils bossent chez eux par rapport à d'autres boîtes. Mais pour eux, ils ont défini cette valeur-là en disant, les fondateurs, ils ont 175K, donc tout le monde aura 175K. Et ça permet de vivre correctement avec ses enfants et acheter ses petites carottes bio. Voilà. Et après, pour eux, c'est qu'on fait une paie qui est basée sur le travail et non sur les coûts de l'employé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence géographique. Alors, je recommande aux gens d'aller dans un pays genre Bangkok, et du coup, ce sont un peu les rois du monde. Donc, ils sont payés comme ça. Et eux, ils disent, il y a la compensation pour ton travail, et c'est différent de ton évolution de carrière, et du coup, complètement séparé. Voilà, donc après, ça marche pour une start-up. Je sais pas jusqu'où ils iront comme ça. Et puis après, il y a des limites à leur système. Donc, par exemple, les parts dans la boîte, c'est pas tout le monde égal, c'est les premiers qui arrivent qui en ont le plus. Et puis après, pour être complètement cynique, je sais pas si le mec qui fait le ménage dans leurs locaux, il est aussi payé 175K ou s'ils ont externalisé ça. Mais c'est probablement externalisé. Faut pas trop se focaliser sur le. C'est 175K dans la vallée. Ce qui, pour le coup, si tu veux, quelqu'un comme Jesse Frazel et enfin, les gens qui bossent en fait pour Oxide Computer sont des gens extrêmement connus, qui ont une grosse valeur sur le marché de l'emploi, et sont en plus dans la vallée, qui est un marché de l'emploi assez délirant. Et donc, il faut pas non plus oublier qu'en fait, pour ces gens-là, même si ça peut paraître aberrant vu de chez nous, en fait, c'est un salaire pas terrible. Voire mauvais. Il y a de grandes chances qu'une partie des founders soient déjà millionnaires en fait. Hein. Quand tu as Brian Cantrill, tu as Jesse Frazel, tu as pas mal de gens qui sont déjà probablement loaded. Après, c'est des extrapolations, mais faut pas trop se focus sur le 175K. C'est un truc que tu peux faire quand tu as levé 20 millions. Ils ont levé 20 millions en seed. Bon, ben voilà, l'important dans le poste, c'est pas tant ça que le côté on se paye tous pareil parce qu'on pense que le travail doit être rémunéré de la même manière, et ensuite la prise de risque est rémunérée en part, et ça, faut arriver avant, quoi. C'est ça. Mais en plus, c'est un sujet où, un risque depuis le début de la crise du Covid, on a vu plusieurs fois des discussions autour de oui, mais alors maintenant on a des gens qui sont plus habitués à travailler en remote, du coup on va encore plus qu'avant embaucher des gens qui travaillent à distance. Et est-ce qu'on applique une sorte de coefficient, toi t'es dans la vallée, toi t'es pas dans la vallée, toi t'es en banlieue, toi t'es en plein New York? Et en tout cas, chez les gros dans notre domaine, on a vu pas mal d'articles autour de ces sujets-là, avec certains avec une voix assez forte qui poussent pour ne pas faire de différence, et puis tant mieux pour celui qui vit dans un endroit où le coût de la vie est plus faible. Et c'est intéressant de voir cette boîte aussi qui parle de ce sujet-là, je trouve. Au-delà de tout ce que tu as cité, Emmanuel, sur les différences entre les employés, la gamification, tout ça, quoi. J'étais sur la page LinkedIn, ils disent 11 à 50 employés. Je sais pas à quel point c'est à jour, mais donc oui, c'est relativement... Ouais. Ils sont pas non plus très nombreux chez Oxane. Et mais ils font beaucoup de Rust. Ils sont pas sûrs de pouvoir continuer, ils le disent dans l'article, ils disent pour l'instant on fait comme ça, mais peut-être que ça sera amené à changer. Mais en attendant, voilà, nous on a décidé d'embaucher des seniors pour démarrer un truc. Et... Ah oui, c'est l'autre truc, c'est qu'ils ont... Ils ont quand même des gens homogènes, visiblement à peu près en termes de seniorité. Ouais. Donc disons l'interne, enfin le stagiaire.
Le stagiaire, merci. Le stagiaire, bon, ça serait quand même un super stage, tu vois. 175K relativé des 3 mois. Ouais, mais le stagiaire, il va probablement pas être compté comme un contrat de travail normal, tu vois. À toute échelle, c'est un peu ce qu'on essaye de faire chez Clever. Aujourd'hui, les execs chez Clever, et notamment moi, sont pas payés plus que les développeurs. Je considère que tant qu'on n'a pas atteint un prix au-dessus du marché pour tous les développeurs, on n'a pas, nous, à se payer plus. Et donc, on est payé au même tarif que la core team. Pour être plus précis, la core team faisant de l'astreinte est payée du coup plus cher que nous parce qu'ils ont les primes d'astreinte. En fait, les execs sont payés moins cher que certains employés chez nous. Parce que je considère que c'est plus simple. Il n'y a pas la podcast team qui est mieux payée. Non. Elle a juste le plaisir de la fame. Il faudrait qu'on fasse une prime podcast. Le podcast, c'est pareil. C'est ça. Donc, t'es moins payé, en fait. Et en parlant de plaisir de la fame, tu m'offres une transition toute trouvée pour le premier shameless plug de ce blog. J'ai été retweeté par Kimchi, le patron d'Elastic, chez Bannon. En fait, on a publié un article la semaine dernière sur comment on voit notre relation avec les ISV, les Independent Software Vendors, donc en fait les partenaires qui peuvent être revendus sur Clever Cloud, où on explique un peu quelle est notre logique, qui est souvent, voire même tout le temps, à l'opposé de ce que proposent la plupart des autres clouds. Nous, on considère qu'on n'a pas à venir bouffer sur les plates-bandes des autres, on n'a pas à devenir éditeur et à éditer une solution concurrente à Elastic parce qu'on est un cloud et que, de facto, quand tu es un cloud, tu es l'infrastructure, tu as du pouvoir, tu peux te permettre d'être... de verrouiller un certain nombre de choses parce que les gens sont chez toi, par le prix, par l'utilisation, par plein de choses, quoi. Il y a une gravité dans le cloud qui fait que quand les gens commencent à venir chez toi, plus ils mettent de trucs chez toi, plus ils mettent de trucs chez toi, c'est normal. Tu commences à mettre de la data, tu commences à mettre ton traitement autour de la data. Quand il faut sortir de la data d'un cloud à un autre cloud, ça coûte hyper cher. Du coup, tu as tendance à pas le faire et donc à rester. Et petit à petit, tu grossis et petit à petit, tu te loques. Et le fait d'avoir cette propriété-là en tant que cloud te donne la possibilité d'être pas très cool et de, par exemple, comme le fait Amazon, créer un produit concurrent au produit que tu vendais et faire en sorte que ce soit essentiellement le tien qui soit vendu sur cette plateforme et te vendre sur la trademark et la fame de ce produit-là, ce qu'a fait Amazon. C'est un peu tout ce qui s'est passé avec Elastic ces dernières semaines, on en a parlé dans plusieurs épisodes. Et voilà, du coup, on a écrit un article pour dire que nous, on n'était pas trop dans cet esprit-là. On considère que le cloud, c'est l'infra des gens et que donc ça doit permettre aux gens, à la fois aux clients et à la fois à l'écosystème d'éditeurs, de pouvoir se faire du blé comme tout le monde sur cet énorme marché. Parce qu'honnêtement, quand tu vois la taille du marché, la taille qui est annoncée par les analystes, il y a à manger pour tout le monde. Ça sert à rien de faire le bully. Moi, j'ai carrément employé le mot bully, que je ne trouve plus en français. Bisuteur, je sais pas, enfin... Harceleur. Ouais, harceler les gens, c'est pas vraiment du harcèlement, c'est... Bref, ne soyez pas des bâtards. Voilà, je peux le dire comme ça. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est compliqué de pas tomber sur le terrain moral quand tu parles de ce genre de choses. Et j'ai essayé de pas le faire, mais c'est pas évident. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Alors, non, moi j'ai lu le petit dur, intimidatrice ou intimidateur selon Google pour vous. La petite brute, selon moi j'adore wordreference.com. Donc vous tapez wordreference.com/ENFR ou FREN selon ce que vous voulez traduire, / le nom et paf, vous avez direct. Ouais, en mode ligne de commande URL quoi. Voilà. Il faudra qu'on parle des outils en ligne de commande parce que je sais que tu avais écrit des articles là-dessus, Emmanuel. Ouais, il y a longtemps quand même, non ? T'as même fait un talk d'Evox, je crois, là-dessus. Ouais. Non ? Ouais. J'utilise encore Tmux, Vim, etc., etc. Je suis un peu en mode sclérosé, par contre, j'ose plus rien toucher. Tu vois, tout le monde est passé à des trucs modernes et machin, mais moi, dès que j'essaye les migrations, il y a tout qui pète, mes couleurs qui sautent, donc du coup, je reste dans ce que je fais. T'as pas tout réinstallé avec des versions en Rust de toutes les lignes de commande ? Non, je suis pas dans le... Je sais que vous êtes carrément là-dedans, mais non, je suis pas dedans. Moi, je viens de le faire ce week-end, là, en plus. J'allais dire, tu utilises encore Mutter ? Non, ça, j'ai lâché.
Juste sur ce que... pour revenir là sur Elasticsearch Clever, donc c'est effectivement cool de faire ce genre de partnership et d'équilibre. Moi, je voulais revenir sur le choix d'Elastic parce que je vous ai écouté et pour moi, il y a quand même un truc pas super correct. Donc effectivement, le comportement d'AWS est légal, mais pas moral ni à mon opinion soutenable dans le temps. Après, le comportement d'Elasticsearch, il est légal aussi, mais pour moi, je le vois plutôt comme une trahison, pas de leurs clients parce que bon, ils avaient déjà ce contrat-là, mais plutôt de la communauté. Et pour moi, c'est un risque généralement pour l'open source parce que quand on regarde l'open source, tu construis des briques et d'autres gens construisent des briques en réutilisant tes briques à toi. Et si à un moment tu arrives à un niveau que moi j'appelle le faux open source, comment tu fais pour construire par-dessus de manière libre au sens open source du terme. Et du coup, il y a un risque de casser l'écosystème en fait, généralement. Donc c'est une érosion c'est une érosion. Petit à petit, ça pose un souci de soutenabilité de toute cette approche. Et l'exemple que j'ai essayé de trouver, c'est voilà, si on parlait de Rust, si Rust d'un coup il dit bon, en fait, il y a plein de gens qui font des super trucs sur Rust et c'est pas cool. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ces gens-là qui font des trucs sur Rust, les mecs de Clever, c'est pas cool. Donc on a une anti-Clever clause et on va essayer de trouver une solution. On va faire l'ASL, on va redonner le code en ASL au bout de 3 ans, mais avant 3 ans, il y a une licence qui est propriétaire. Et si Mozilla fait ça, il se passe quoi ? Il n'y a pas d'écosystème Rust. Tu vois ? Donc, si tu fais ça dès le début, tu n'as pas d'écosystème. Si tu fais ça plus tard, tu changes le contrat, en fait. Et je trouve pas ça cool. Moi, ça y est, je l'ai énervé, je crois. Tu vas t'engueuler avec la fondation Rust en disant ça, parce que du coup, j'ai un coup de fil cet après-midi avec la fondation Rust, et tu peux pas dire qu'il n'y a pas d'écosystème Rust, puisque dans la fondation Rust, il y a Google, Azure, AWS et Mozilla. Donc, tu as déjà les alors attendez, parce que moi, je connais pas le truc, donc j'utilisais ça en exemple. Non, mais il prend l'exemple. S'il y a une fondation, déjà, ça veut dire qu'on tombera pas dans le modèle Elasticsearch. Ouais. Ben, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le contrôle de l'évolution par la trademark et le fait d'avoir une trademark, ce que ça t'offre en tant que pouvoir de contrôle, parce que c'est sur ce terrain-là qu'a été Elastic, et c'est sur ce terrain-là que je comprends, parce que c'est une trademark qui a été financée par les VC et les clients d'Elastic, tu vois, donc je peux comprendre, et à ça, je me dis, si vraiment c'est plus utilisable, va y avoir fork, va y avoir une nouvelle communauté qui va se créer autour, parce que c'est aussi ça un des pouvoirs des communautés open source. Et d'ailleurs, je serais surpris que personne ait forké Elastic. Il y a des gens qui avaient tenté de le faire avec MongoDB, ça n'avait pas marché. Du coup, je suis assez triste parce que Mongo, je les trouve moins sympas dans l'esprit que Elastic sur certains aspects, notamment le fait de vouloir travailler avec tout le monde. Et du coup, c'est clair, on a un biais positif avec Elastic parce qu'ils veulent travailler avec nous, parce qu'ils sont d'accord sur notre vision de ce que devrait être un cloud. Donc forcément, on est un peu biaisé là-dessus. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ouais. Et effectivement, c'est triste de ne pas pouvoir refaire des trucs dessus. Et en fait, il y a une propriété de l'open source et par rapport au niveau d'où est le software. C'est-à-dire que plus tu es bas niveau, plus c'est facile de créer quelque chose. Et Elastic est arrivé à un moment tellement haut niveau que c'est finalement assez dur de recréer quelque chose par-dessus. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux généraliser à beaucoup de produits open source. C'est hyper simple de refaire quelque chose sur quelque chose de bas niveau, beaucoup plus dur. Et en général, ça finit comme ça. Et après, les gens s'enferment dans un truc, font une boîte. Je suis pas d'accord je sais pas ce que vous utilisez. Nous, on sent, en l'occurrence, je sais que l'équipe OpenShift, ils s'en vont d'Elasticsearch parce que ça prenait un peu trop de ressources, mais ta gestion de log dans un truc un peu plus haut niveau pour aller gérer que ça soit
que ça soit un cube ou que ça soit carrément un cloud, et du coup il y a beaucoup de choses. Tu vois, Elastic n'est qu'un composant de ton truc. Après, la question c'est, est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que, bon, du coup, mais ils ont déjà répondu à ça. Enfin, tu as le droit de créer un produit d'agrégation de logs basé sur Elastic et de le revendre et de ne pas divulguer tes sources. La seule chose que t'interdit la licence Elastic, c'est de prendre Elasticsearch, de le coller sur tes serveurs, de le vendre en tant qu'Elasticsearch avec que les produits Elasticsearch dedans et de le facturer. Donc si tu veux, je trouve que leur posture est assez claire. Ils te disent juste, genre, à un moment donné, quand tu t'appelles Amazon, que tu contribues que dalle, que tu débarques et que tu fais plus de pognon que moi sur mon produit, en étant en plus un infringement de ma trademark et en n'en ayant rien à tamponner parce que t'es plus gros, sachant qu'Elastic, c'est pas une toute petite boîte non plus, ça pose un souci. Après, je suis pas sûr que Kimchi soit ravi de la situation, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il tortille en permanence, qu'il fait des blog posts pour expliquer. C'est un convaincu de l'open source, c'est le premier à avoir libéré tous les extras d'Elastic ont été libérés en viewable source, c'est-à-dire que la source n'était pas libre, mais elle était disponible. Tu vois, avec cette histoire de dire, à un moment donné, il faut quand même que je file à bouffer aux gens, et il faut que je rémunère mes actionnaires, mais je vais essayer de contribuer à l'établissement général. Et de l'autre côté, tu as des gens qui, alors que déjà il était sur une poutre, passent leur temps à taper dans la poutre. Bah évidemment, tu vois, ça finit par faire n'importe quoi. Le problème, c'est l'attitude d'Amazon. C'est tout. Et en fait, tout le reste. Non, mais moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas un problème, on a d'autres problèmes, du coup. Personne n'est d'accord sur l'origine. Tout le monde est d'accord, pardon, sur l'origine du problème et sur le fait que oui, Amazon a amené cette situation-là. Après, il y a des façons de le régler. Et effectivement, la façon dont ça allait régler, est-ce qu'il a eu le choix ou pas? Est-ce qu'Amazon lui a forcé la main ou pas au vu de la situation? Et effectivement, a priori, il n'est pas content d'avoir fait ce choix-là. Et qu'on peut considérer, s'il n'est pas content d'avoir fait ce choix-là, que ce n'est pas un choix optimum. Et que du coup, oui, ça n'arrange pas une certaine catégorie de gens qui voulaient créer leurs produits au-dessus de ça. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Moi, je pense que la trademark, je pense qu'elle est compliquée à appliquer parce qu'Amazon avait déjà Elastic Cloud probablement d'avant la récupération de la trademark Elasticsearch, même si je sais plus dans mon histoire si Elasticsearch est arrivé avant, non pas en trademark, non pas en registered mark, mais en trademark. C'est une bonne question. Mais je pense que Elastic quelque chose, ça doit pas forcément être super simple à enforcer au niveau trademark. Mais après, c'est comme le copyright au niveau de l'open source. Amazon Elasticsearch Service. Je dirais Amazon trademark service. Genre, c'est pas Elastic, c'est Elasticsearch. Ouais, mais c'est comme Apple quelque chose, tu vois. Et Apple, ils ont le iPhone ou le iOS ou machin, mais tu vois, c'est Elastic, c'est un peu comme le i pour Apple, ou en tout cas, tu pourrais le voir comme ça. J'ai pas d'illusion sur le fait qu'ils filoutent comme des. Sauf que là, c'est même pas un bout du nom, c'est même pas le élastique quelque chose. Ouais. C'est le nom en entier, tu vois. C'est une différence fondamentale que de dire IPQ, c'est un foutage de gueule d'Apple, et de dire je vends un iPhone. C'est pas un iPhone, tu vois. Enfin, genre le truc qui s'appelle iPhone, c'est le truc d'Apple, c'est une marque. Tu peux contester le fait que phone devienne d'un seul coup une marque si tu mets un i devant. Enfin, je suis prêt à entendre plein de choses, mais dans l'absolu, pour moi, on a quand même un souci ici de marque. Et c'est ce que reconnaît aussi la justice américaine pour de bonnes raisons dans le cas présent. Mais je suis entièrement d'accord. Hein. C'est juste que je trouve que la solution, elle fait peur en fait, la solution, tu vois. Parce que voilà, il y a eu Mongo, il y a Cockroach qui se met. Alors, je suis pareil hyper dégoûté parce que Cockroach, ils sont partis aussi sur ce genre de modèle. Qu'est-ce que ça veut dire de dire c'est ok, tu vas avoir le tous les éditeurs. Tous les éditeurs. Non, mais tous les éditeurs de DB, de alors, produits... tous les éditeurs qui n'ont pas de communauté... Non, attends. Tous les éditeurs qui n'ont pas de communauté font ça. Elastic était le premier à avoir une grosse communauté à faire ça. C'est-à-dire que quand tu es tout seul à maintenir un produit, contrairement à Postgres qui ne fera jamais ça, parce que Postgre est un vrai projet open source où tu as plein de boîtes qui vivent sur Postgre, tu as une fondation Postgre, et du coup, mécaniquement, c'est hyper dur de faire quelque chose comme ça avec Postgre. C'est beaucoup plus simple mécaniquement de faire ça quand tu as juste une boîte derrière un produit avec une petite communauté. Ça, c'est le problème du Elastic financement par les VC. Les premières boîtes avec une énorme...
alors c'est un autre problème effectivement, mais Elastic a été une des premières boîtes avec une énorme communauté à se lancer là-dedans. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut donner à bouffer à tes employés et à tes actionnaires. Et ben oui, c'est vrai, c'est une réalité, surtout quand tu as levé des millions à des millions à des millions, qui ont permis de développer ce produit, cette communauté, et parce que tu vois, avec lequel tu as embauché la totalité des contributeurs, ce qui du coup appauvrit le côté collaboratif d'un projet open source. Parfaitement d'accord. Ouais, ça, et ça, c'est un énorme problème. Et ça, c'est le financement. C'est un des effets pervers du financement de ces trucs-là. Et voilà, entre guillemets, c'est légal. Il faut bien que ces gens continuent à bouffer parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en même temps, c'est eux qui ont permis, en partie, voire même en grande partie, la création de ces produits-là. Et ça fait chier, hein, mais c'est une réalité. Ouais. Après, moi, tu vois, la peur, c'est du genre, est-ce que Lucene, c'est le prochain, tu vois? Après tout, ils vont pouvoir dire... c'est ça, est-ce que les briques basses, c'est les prochains? Je dis, moi, il y a une différence entre les briques basses et les briques hautes. Il y a après, plein de gens qui 90% des committers, c'est... il y a quand même beaucoup chez Elastic. Pareil, attrition des gens qui contribuaient. Donc, il y a en gros les gens de Lucid, mais je ne sais pas où ils en sont. C'est peut-être un des softwares qui a été réécrit le plus souvent aussi, parce que tu as 2 réécritures de Lucene en Rust, tu en as une ou 2 en Go, tu en as une dans chaque langage, quoi. Non, mais Rust, c'est comme JavaScript, quoi. Tu as un nouveau framework pour faire le même truc à chaque fois. Avec toujours la même excuse de bonjour, je voulais apprendre ça, du coup j'ai forqué ça et je l'ai refait pour apprendre. Ouais, après, c'est comme ça. En Rust. Et du coup, ce qu'il faut entendre, c'est et du coup, ça ne sera pas maintenu. Genre, n'y allez pas, en fait. C'est genre, j'ai joué. Je montre que j'ai joué. Regarde, papa, j'ai un dessin, tu vois. Non, mais en fait, très sincèrement, je vois pas moi, tellement je suis pas hyper comment Elastic... Pardon. Je te laisse... Non, j'allais juste dire, j'ai une petite anecdote, parce que moi, j'ai participé quand on a intégré la nouvelle version d'Elastic dans nos UI, etc. On doit être bien vigilant sur le branding, et il est absolument obligatoire d'écrire Elasticsearch sans espace entre Elastic et Search. Et je trouve que c'est un détail à noter par rapport à la discussion que vous aviez tout à l'heure sur le terme Elastic. En tout cas, dans le branding, dans les guidelines, on est obligé, c'est collé, c'est un seul mot en fait. Voilà. C'est comme Red Hat, c'est Red espace Hat. Et puis on le colle. Est-ce que il n'y a pas d'espace ou il y a un espace? Il y a un espace. Mais c'est con, ils n'avaient pas mis d'espace dans le logo en fait. Ils n'avaient pas mis d'espace. Je sais pas, c'est une bonne question. C'est con, ils n'avaient pas mis d'espace dans le logo, mais ils demandaient un espace dans le nom. Alors évidemment, tout le monde était paumé, y compris les gens dans la boîte. Donc après, tu as les ayatollahs comme moi qui sont... les extrémistes comme moi qui sont là. Ah, t'as pas mis d'espace. Ouais. Mais bon, en vrai, ça a créé la confusion. Nous, on a un peu la même chose. Hein. Notre logo, il est en minuscule, Clever Cloud, mais quand tu l'écris, tu dois mettre des C majuscules. C'est un débat à revoir plus tard. C'est comme les cascodeurs. On dit pas cascodeurs, on dit les cascodeurs. C'est le nom en entier. Peut-être que je commence les product placement. Moi, je m'aperçois. Désolé. Non, mais attends, ça va. On est encore dans la section shameless plug. T'as le droit. Ah, d'accord. On va enchaîner du coup. Attends. Et juste du coup, j'ai une vraie question. Quelle aurait été une bonne façon de gérer le sujet chez Elastic? Parce que très sincèrement, moi, face au même problème, je sais pas si j'aurais trouvé une meilleure solution que ça. Ouais, je trouve ça pas si sale de dire pendant 3 ans vous n'y avez pas accès, et 3 ans on s'est fait de la maille pour financer les gens qu'on a dû payer pour faire ce truc-là, et du coup maintenant ça y est, c'est open. Je trouve ça pas si mal comme façon de voir. Uniquement si le but est de revendre. Parce que dans le software, 3 ans c'est une éternité, quoi. Ouais, mais non, parce que pas dans le développement de GNU Earth. Par exemple, quand tu parles aux gens de Cockroach, ils te disent non mais attends, mais vous êtes nos amis. Les gens qu'on veut pas voir, c'est Oracle, on veut pas qu'ils nous forquent. Ok. Elastic, c'est non mais vous êtes nos amis. Les gens qu'on veut pas avoir, c'est Amazon. Ok, mais à un moment, tu as ta liste d'ennemis et puis tu choisis au fur et à mesure de rajouter au moins des choses, que tu es entièrement en contrôle du contrat, en fait, tu vois. C'est ça ce qui me gêne le plus fondamentalement, tu vois. Amazon sert de bouc émissaire bien pratique pour pouvoir limiter d'autres choses. Pour certains, peut-être. Je pense. Enfin, Elasticsearch, j'ai pas de doute que ça soit vraiment ça, quoi. Mongo, je sais pas parce que j'ai moins suivi, mais
Mais du coup, tu vois, c'est un peu compliqué du genre. Non, mais dans nos FAQ, on a clarifié. Attends, ta licence, elle dit quelque chose, quoi. Et donc, quand tu clarifies dans les FAQ, en plus, c'est pas de chance, mais les gens d'Elastic, c'est genre, on restera ASL à jamais. Et puis après, ils ont dû rajouter une petite astérisque dans leur blog en disant, bon, bah, à jamais, c'est jusqu'à ce que les temps changent et les temps ont changé pour des bonnes raisons, tu vois. Enfin, c'est localement des bonnes raisons, mais fondamentalement, il y a un risque. Alors, quelle est la solution? Je sais pas jusqu'à quel niveau ils ont été méga agressifs au niveau du trademark et d'aller au bout du truc. Ça, je sais pas, tu vois. Mais pour moi, ça aurait été aller jusqu'au bout du trademark. C'est ma solution la plus vraie. Et après, aujourd'hui, j'ai pas de solution magique. Après, je me suis pas posé pour y réfléchir à 100%. Toi. Après, la question, c'est est-ce que tu amènes assez de valeur à tes clients et est-ce qu'ils sont assez nombreux pour te suffire? Voilà. Après, ça pose la question de la croissance infinie potentielle des boîtes ou pas. Voilà, Et ça repose le problème des VC où globalement toutes les boîtes se plateformisent quand il y a des VC parce qu'il faut adresser à chaque fois un nouveau segment, un nouveau marché pour faire rentrer plus de thunes. Et il y a plusieurs façons d'adresser un nouveau segment, un nouveau marché. Et la plupart de ces gens-là le voient de manière compétitive en allant chercher le marché là où il est parce qu'il existe. Et donc en allant taper sur AWS par exemple. Plutôt qu'en créant de nouveaux besoins et en créant un nouveau marché. Après, Elastic, ils sont publics, hein, tu vois. Donc c'est encore un autre truc. Après, si on regarde AWS et la destruction créatrice dans ce domaine-là, l'effondrement des ventes de licences REHL dans le cas de Red Hat est quand même assez lié à AWS et le fait que tu vois la notion comme ça de cloudisation, de virtualisation et d'infrastructure as code a vachement abîmé, si tu veux, la proposition de valeur de ces boîtes-là, ce qui fait que effectivement Red Hat a dû shifter pour trouver des nouvelles sources de revenus parce qu'il faut courir aujourd'hui après le revenu, tu vois, la rente qui était REHL. Et pire que ça, tu as une vraie schizophrénie parce que la plupart de ces gens-là en plus ont besoin d'AWS pour vendre des trucs. C'est-à-dire qu'Elastic vend Elastic sur AWS et Red Hat doit probablement vendre des trucs supportés par Red Hat sur AWS. Donc en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'as pas le choix, tu peux pas te passer de ces gens-là parce qu'ils ont une telle position sur le marché en tant qu'infra que de toute façon, tu es obligé d'y aller. Tu peux pas rentrer en discussion frontale avec eux, c'est pas possible. Ils ont plus de pouvoir que toi parce que c'est eux l'infra, c'est eux qui sont en dessous, donc c'est eux qui ont le pouvoir, quoi. Ouais, après, regarde Sun. En fait, on avait Microsoft qui avait une plateforme dominante et en fait, ils ont réussi à créer un truc. Bon, aujourd'hui, c'est un peu décrié, mais qui s'appelait Java et Java EE et qui a ramené tout le monde contre Microsoft. Et ça a créé un écosystème plutôt carrément viable, qui est toujours viable d'ailleurs. Voilà, il y a des solutions. Historiquement, on a vu des solutions à des pas des monopoles, mais si, c'est un monopole. Enfin, pas un monopole d'État, mais une domination aussi forte. Ouais, une domination de marché. Ouais. Une grosse. Ouais. C'est générationnel. Ouais. C'est les effets d'échelle qui me font le plus peur, moi, personnellement. Alors, en fait, je suis content de vous voir, vous, parce que je sais pas combien vous êtes maintenant, mais avec une petite équipe, d'arriver à dire, bah voilà, nous, on n'a pas à rougir, en gros, du portefeuille de services AWS par rapport aux choses qui sont les plus utiles pour faire les applications. Et ça fait plutôt plaisir de voir ça et de se dire, on n'est pas obligé d'avoir un effet d'échelle de méga malade qui, du coup, va rendre impossible à tout le monde toute compétition, quoi. On n'est pas obligé de se lancer dans l'hyperconvergence. Je sais même pas ce que ça veut dire, tellement c'est hype. On a accueilli 2 nouveaux la semaine dernière, donc je sais pas combien on est maintenant, mais... N+2, donc bref, ça va pas mal. et un nouveau. Donc ça fait 5, au moins 5, parce que j'en vois... Non, au moins 4, pardon. J'en vois 3 là, pardon, j'ai du mal, c'est le matin. 3 plus 2, ça fait 5. On va pouvoir vous trouver cette information-là. Mais moi-même, j'ai pas le compte à un instant T en tête. Parce qu'il y a des gens qu'on a déjà recrutés qui vont arriver. Il y a des gens qui sont arrivés. J'avoue que moi-même, je galère un peu. À date, on est 23 employés et je sais que nous avons déjà signé
2 ou 3 CDI à venir. Donc voilà. Donc on va dépasser les 25 avant juin, c'est sûr. Et j'ai l'ambition de dépasser les 30 avant décembre. Le tout en autofinancement, je tiens quand même à le dire. Nous n'avons pas de fonds d'investissement. Nous utilisons notre argent. Et ça nous rend bien plus fiables dans nos décisions, parce que nos décisions intéressent l'alignement de valeur entre nos clients et l'entreprise. Voilà. Voilà, je vous propose de passer au lien suivant, parce que là, ça fait quand même un moment qu'on est dessus. J'allais te proposer une transition. Ouais. Quand j'avais commencé travaille ensemble, il faut du deuxième lien. Savoir travailler en équipe et tout. C'est ça. Pas mal. Vas-y. Écoutez, moi, je bosse. J'ai toujours bossé avec des gens qui étaient jamais dans la même time zone ou voire qui pouvaient y travailler le week-end, etc. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, depuis que je fais de l'open source, la notion de gens qui travaillent pas au même moment que toi, elle existe, et certainement pas dans le même bureau, c'est sûr. Et là, donc chez Red Hat, je m'occupe beaucoup de l'architecture d'un peu tout notre middleware pour aligner tout le monde. Et du coup, c'est un peu des équipes d'équipes, quoi. Il y a un gros, il y a ça. Et donc, il y a des gens en Europe, il y a des gens aux US, etc. Il y a des gens qui ont des gamins en ce moment chez eux ou qui ont pas assez d'espace pour travailler chez eux, donc c'est compliqué. Donc, ils essaient de trouver quand ils peuvent travailler. Et voilà. Et du coup, comment tu fais pour avoir une communication d'équipe parmi des gens qui sont pas sur le même open space? Et donc, j'ai essayé alors c'est pas, je sais pas si on peut appeler ça un résumé, mais j'ai essayé d'écrire tout ce que moi je pensais être utile dans un blog post. Et du coup, l'idée c'est de dire, voilà, on essaie d'avoir alors je vais appeler le mot channel, mais vous attachez pas à certains outils dont on parlera après, mais un channel par équipe ou par équipe virtuelle, partout là où ça a de la valeur. Faut pas non plus exploser en des milliards, mais ça me choque pas. En tout cas, c'est bien mieux pour moi que un email, genre je vais envoyer un email à Quentin, puis c'est Laurent, et puis parce qu'au final, les conversations, ça commence avec Quentin et Laurent, et en fait, il faut 5 autres personnes au final qui ont pas le contexte parce qu'ils étaient pas dans le thread initialement. Ça, pour l'email, pour ça, c'est un peu la catastrophe. Donc, l'idée de dire on a des mailing lists où tout le monde peut écouter, elle est importante. Ça, c'est un truc. Ensuite, et l'avantage, c'est que les gens, ils peuvent voir et décider d'ignorer, mais en tout cas, ils ont vu l'info, notamment si votre titre il est à peu près correct, on peut voir rapidement. Moi, pour info, je dois traiter 300 à 300 emails par jour, un truc comme ça. J'arrive à faire aussi d'autres choses. Donc, il y a moyen de monter en scalabilité de manière assez forte là-dessus. Après, Slack, c'est ce qui est utilisé en remplacement par beaucoup de gens. Et moi, j'aime pas ça parce que Slack, c'est un peu du faux asynchrone. C'est du asynchrone techniquement, mais en fait, tu as plein de... Comment ils appellent ça, les dark patterns, voilà, des patterns un peu déviants qui font que tu as envie d'aller voir. Tu as les notifications, tu as les 3 petits boutons qui cliquent, genre quelqu'un est en train de te répondre. Et donc là, tu bouges plus, tu dis, attends, il me répond. En fait, le mec, il avait ouvert le truc, il est parti prendre un café. T'es resté 10 minutes devant, quoi. Voilà, donc Slack, ça mélange synchrone et asynchrone. Donc Slack, c'est cool pour une communication synchrone. On fait l'équivalent d'une communication autour du café, mais en semi-synchrone. Mais ça mélange du coup les conversations et des idées posées où on a écrit un mémo ou un bloc d'informations. Moi, je trouve que c'est hyper compliqué la métaphore du café pour ces trucs-là, parce que tu le sais bien, la plupart des décisions en entreprise se font non officiellement au café. Eh ben, c'est mal. Je suis d'accord avec toi, mais force est de constater. Alors, moi, je te dis ça, on n'était pas encore distribué à cette époque-là. J'étais dans une boîte où le CTO allait faire sa pause café-clope. Et si tu voulais le choper, en gros, il fallait descendre, prendre ton café avec lui pour avoir une discussion, pour ensuite l'emmener sur un truc que tu voulais. Donc la comparaison café, à chaque fois, me gêne un peu pour ça. Tu as raison. Et ça, c'est le signe je trouve, d'un leader qui peut s'améliorer. Moi, quand j'ai ça m'arrive, je fais beaucoup de communication 1 à 1 avec des gens. Mais par contre, quand il y a des informations qui ressortent parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair pour cette personne, c'est sûr que c'est pas clair pour quelqu'un d'autre. Donc, très souvent, j'écris un email derrière qui va l'envoyer à tout le monde pour généraliser l'information, voire j'écris un doc. Voilà. Et le doc, tu le publies où ?
De quoi, l'email ou bon, nous on utilise Google Doc. Quand tu dis j'écris un doc, tu le partages Google Doc, d'accord. Ouais, Google Doc. Et puis moi j'ai plutôt genre partager pour tout le monde à Red Hat, sauf bon il y a quelque chose certaines choses où tu peux pas partager à tout le monde, mais de manière générale j'ouvre plutôt, je force plutôt les gens à râler parce qu'il y a trop de com que pas assez de com. Et vu que vous faites de l'open source, t'arrives de partager des trucs en dehors et d'avoir des trucs un peu plus compliqués? Ça, c'est l'autre truc. Tu pourras demander aux gens qui travaillent chez Quarkus à Red Hat. Je les fouette constamment. J'ai même rajouté un truc. On a une mailing list qui est à l'intérieur de Red Hat pour certaines choses Quarkus. Le préfixe là, c'est internal only. Pourquoi est-ce qu'on écrit pourquoi est-ce qu'on commence là-dessus, 14 points d'interrogation, ce qui fait que lire le titre, c'est super pénible. Tu vois, j'essaie agressivement de forcer les gens à parler en open. À le faire en public. Voilà. Et c'est un combat de tous les jours, parce que les gens, ils se disent « Ah, mais je sais pas, peut-être qu'il y a des trucs stratégie mes fesses, quoi. » Tu parles à tout le monde, et les gens de la boîte, ils sont aussi sur Quarkus Dev. Voilà. Et du coup, les channels, ils te permettent, les mailing lists, permettent de dire, tiens, il y a une conversation qui est amorcée sur tel sujet, et puis elle est finie avec tel résultat. Et après, on peut décider d'autres channels. Notamment, moi, personnellement, j'aime bien Google Doc parce que c'est un peu plus structuré qu'un email thread un peu compliqué quand on échange des idées, et puis on peut utiliser les commentaires. C'est pas idéal, mais j'aime bien ce modèle-là. Et surtout, il y a la permanence de l'écrit qui est là, qui est cherchable quand Google aura amélioré son moteur de recherche pour Google Doc, mais tu peux retrouver ou tu peux pointer quelqu'un sur un élément spécifique du document. Donc les gens ils disent ah mince, j'ai pas lu la doc. C'est pas grave, il y a des milliers de documents, je te reproche pas de pas avoir lu la doc. Je juste te pointe comme ça, elle est homogène pour tout le monde en fait. Voilà. Bon, lisez le doc, mais le truc il est un peu long, mais l'idée c'est la scalabilité de l'équipe. Donc on est notifié d'une information, et on décide de suivre ou pas. Après, si tu es névrosé, que tu dois tout savoir, ça pose un problème. Mais tu as un problème de base parce que Twitter, etc., etc. Donc, c'est des choses à travailler. La permanence de l'info plutôt que un thread oublié, voire pire, un messagerie instantanée de type Slack qui est dit une fois et après perdu, c'est hyper important. Ouverture et transparence du coup des infos et des décisions. Et ça, il y a un respect du temps puisque un email est quand même beaucoup plus asynchrone. Donc désactiver les notifications. J'ai un nouvel email. Quand on en a une centaine par jour, de toute façon, ça sert plus. 400 par jour. Et ça force. Il y a un coût à l'email en fait que je trouve intéressant par rapport à juste taper sur chat, sur votre chat. Tiens, tu veux pas m'aider? C'est que il faut commencer à écrire le truc un peu détaillé. Du coup, il y a un coût à la transaction de communication qui fait que tu vas quand même réfléchir un peu plus à toi. Pour des gens comme nous qui avons quand même grandi avec des bouquins pour faire du code et qui avaient pas Internet en démarrant, voilà, on s'est quand même pas mal construit avec ça. Donc je dis pas d'aller jusque là, mais il y a le coup à la com que je trouve un petit peu intéressante pour poser un peu les choses. Voilà. Alors, on sent que t'as réussi à passer quelques frustrations en plus dans le post. Ouais, moi j'ai vraiment bien aimé. Un peu salé 2 ou 3 fois quand même. Ah bon? D'accord. Clairement sur l'usage de la messagerie instantanée et sur le principe d'asynchronicité peu respecté par ces gens, et je pense que c'est encore plus accentué par la crise du Covid où moi j'appelle ça les modules du télétravail. C'est pas très gentil, mais tu sens qu'il y a vraiment cette notion de il faut que j'aille voir quelqu'un au bureau, et du coup ils te mettent dans une situation de synchronicité, et si t'enchaînes que des solutions de synchronicité tout le temps, tu fais rien de ta journée, tu vois, c'est pas bien. Et non. Ouais. Bon, moi, le Covid a vachement accentué ce caractère-là. Alors après, vous êtes déjà habitué à travailler en télétravail, donc c'est peut-être moins vrai. Moi, je le vois essentiellement avec mes clients. Ouais. Mais en tout cas, il y a plein de détails le chat, mais c'est en 1-1. Pardon, vas-y, Hubert. Non, je disais juste le typing 3 petits points où tu restes bloqué devant le collègue qui t'écrit. Enfin, il y a énormément de petites anecdotes que tu partages sur des dérives, entre guillemets, ou des dark patterns d'une messagerie instantanée
qui moi m'ont parlé. Pour ceux que j'ai pas encore saoulé avec ça, sur mon bureau j'ai un sablier et je m'en sers aussi en mode je le lance et tant qu'il est pas vide, je regarde pas les notifs ou je fais pas les trucs. Alors c'est genre un Pomodoro ou je sais pas quoi, mais ouais, parce qu'on devient vite, c'est peut-être pas le bon terme, pas esclave, mais dépendant de ce genre de choses, et il y a un peu le FOMO de rater une conversation ou autre. Par contre, on essaye, en tout cas chez Clever, ce truc de c'est censé être le Slack de la machine à café, de l'instantané où on peut rater des choses, et quand on est sur du décision, du important, on va déporter vers des issues GitLab ou des emails. Mais c'est un modèle qui est difficile c'est difficile de se discipliner là-dessus, je trouve. Et je trouve que ton article propose des pistes qui sont intéressantes. Moi, je me suis beaucoup identifié aussi. C'est le problème de Slack, c'est que c'est un outil qui se cherche un peu, tu vois, qui est entre Slack et plein d'autres d'ailleurs. Il y a Slack est parmi les mieux, Google Doc, Google Chat par exemple, ce qu'on utilise en interne, c'est une catastrophe. Tous les email killers. Comme une grosse blague, quoi. Ils sont tous présentés comme email killers et à la fin, tu fais non. Celui que j'aime bien, c'est Zulip parce qu'il y a au moins un titre. Donc, tu mets un message avec un titre et du coup, il y a un thread. Il y a un thread qui est imposé. Du coup, il y a une classification qui est trop subtile dans Slack. Ouais, je vois. T'avais, il y a très longtemps, je crois, tu avais fait une expérimentation zéro mail, je crois. Ah non, c'est pas zéro mail. Je suis pas Atos, moi, mais zéro inbox. Zéro inbox, ouais. Ouais, je suis toujours là-dedans, ouais. Donc tu bypasses ta boîte mail complètement pendant X temps et ensuite tu... Non, ça c'est indépendant. Donc tu peux décider de dire je vais lire mes emails 2 fois par jour à des périodes spécifiques, tu vois, pour pas dire je suis tout le temps à rafraîchir. Moi j'ai connu le moment où quand le serveur Microsoft Exchange tombait, t'étais en névrose, quoi. Donc ça je le suis plus. Et le zéro inbox, c'est de dire quand tu lis un email, après il est traité. Donc soit tu dis j'ai des actions et j'ai un système d'actions qui est ailleurs, mais tu remets pas en unread. Tu vois, genre non mais je vais le traiter plus tard. Ou alors j'abandonne pas les milliards d'emails. Tu peux décider de les lire très vite ou décider de pas les lire, mais tu les marques en unread et puis tu bouges. Donc la zéro inbox, c'est de dire j'arrive à zéro. J'arrive pas à 12 327 emails non lus parce que je me suis mal exprimé, c'est pas ça que je pensais. Il me semblait que tu avais complètement coupé tes mails à une époque pour pouvoir te concentrer et coder, mais c'était il y a hyper longtemps. Pendant une période de temps. Ah, je l'avais fait une fois sur un... Quand tu écrivais un livre, non? Je sais pas. Ouais, j'ai fait 2 fois, non, mais il y avait un truc autour de Hibernate OGM et peut-être autour du livre aussi, ouais. Mais est-ce que tu codes autant qu'à l'époque où tu as fait ça, et du coup, est-ce que tu pourrais faire ça maintenant ou est-ce que Non, là, je peux pas parce que je suis trop... Ce que je disais, je fais beaucoup de team lead, donc à un moment, je suis pas manager, mais en tant que team lead, la communication, c'est un des outils importants. En fait, c'est l'outil que tu utilises, donc je peux pas faire ça. Mais par contre, je force les gens à pas être instantanément disponibles. Enfin, je force. C'est un peu naturel, mais je me dis pas, faut absolument que je lise tel chat ou machin. Yes. Quentin, on l'a perdu là-dessus où on passe au lien suivant. Tu n'as rien dit pour l'instant. Je peux passer au lien suivant. Non, je suis pas passé au lien suivant. J'ai des avis là-dessus, mais j'ai pas envie de réfléchir à les formuler. Désolé. Bien, ça tombe bien, tu vas quand même réfléchir à formuler Speed is the killer feature, c'est un lien que tu as amené, je crois. Ouais, Speed is the killer feature, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors c'est probablement parce que je bosse beaucoup en ce moment avec l'administration et que j'essaye désespérément de leur expliquer que finir un dossier est pas la même chose que faire un dossier au moment où on en a besoin, et que le momentum existe en fait à la fois en business ou juste réaliser des choses. Par exemple, prévoir une vaccination du Covid en 2027 ne sert à rien, ou des respirateurs en 2029 ne sert toujours à rien. Mais que parfois en fait juste le moment de l'exécution est intéressant, et qu'en fait parfois la vitesse d'exécution est intéressante, et en fait ça s'applique également au programme. Donc, le momentum business on sait ça s'applique, mais en fait il y a aussi des programmes qui en fait en devenant rapides
deviennent des choses que du coup tu vas utiliser tout le temps. Et en fait, c'est très intéressant de voir que on passe son temps à dire que la performance n'est pas si importante que ça, et je fais partie des gens qui le disent, et je le crois, mais il y a aussi parfois quand tu fais un leap un leap jump dans les performances, en fait, tu gagnes tellement de temps qu'un usage qui était insupportable, en fait, devient possible d'un seul coup. Et en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est si tu prends des choses comme la search, en fait, le fait que grep devienne rapide dans ta machine fait que du coup, pour chercher des documents, tu vas les chercher beaucoup plus vite. Le fait que la capacité à search, par exemple, devienne extrêmement rapide fait que tu vas moins classer tes documents à utiliser la magic toolbar de ton browser. Donc, par exemple, sous Mac ou sous Linux, il y a toujours des magic toolbar. Aujourd'hui, sous Genome Shell, t'en as une. Et en fait, tu vas plus réellement aller chercher où est-ce que tu as mis quelque chose. Tu vas juste taper quelques mots en vrac, voire utiliser le système de fuzzy qui fait que si en fait tes lettres elles sont pas dans le bon ordre, en fait ta search va tellement vite que tu t'en fous. Et en fait, c'est comme ça que tu vas chercher les choses. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir ce truc-là parce que je trouve que c'est d'une grande réalité et que ça s'applique à plein de domaines. Je me souviens quand je discutais avec Randy Indy de la technologie qui faisait ces schnips, il disait on veut mettre la reconnaissance de la voix dans l'objet, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de discussion avec l'objet, parce que le temps qu'il envoie un serveur, que le serveur analyse et qu'il revienne, ça fait que la discussion avec une seconde de lag, elle est inacceptable, et ce qui fait qu'en fait, on ne se sert pas du voice command. Parce que, hormis pour mettre le minuteur de tes pattes, ça te gonfle, en fait. C'est chiant, t'as pas envie de ça. Et en fait, du coup, la performance, parfois, crée la fonctionnalité. Voilà, c'était la seconde de lag de Zencastr, d'ailleurs. Ouais, non, mais par exemple, dans l'écosystème Java, c'est dans l'écosystème Java, tu vois, par exemple, c'est quand Glassfish a introduit le live reload, tu sais, qui te permettait de taper un morceau de code et immédiatement ça se faisait, tu vois. Qui existe maintenant dans JBoss, tu vois. Le but n'était pas de taper sur l'un ou l'autre. Mais... D'accord. Mais non, mais ça résonne, ce que tu dis, parce que par exemple dans Quarkus, on a cette boucle de complet là où tu codes et tout de suite tu vois le résultat quand tu rafraîchis dans ton navigateur. Elle ne fonctionne que parce que, en gros, faut que tu sois largement en dessous de la seconde entre le moment où le gars rafraîchit et où tu as le résultat. Et comme nous, on est un peu, on fait l'approche brute force, on éteint l'appli, on la redémarre. Il faut que ça soit rapide. Donc il y a un cercle vertueux aussi au projet. Qui fait qu'on va consommer moins de mémoire, on va démarrer plus vite, on va faire toutes ces optimisations pour que rester en expérience de développement en dessous. Si l'expérience de dev, elle passe à 2, 3, 5 secondes de rechargement, t'as perdu en fait. Et tu te retrouves les comportements où les gens avaient des live reload, mais en fait, ils n'utilisaient pas déjà parce qu'ils marchaient pas forcément 100% du temps, donc ça, c'est un autre problème. Ou parce que, au final, c'était un peu trop lent. Donc, on faisait tous ces trucs purement dans le test unitaire. Je dis pas de pas faire le test unitaire, mais on testait en unitairement et puis après on déployait que toutes les heures pour vérifier, quoi. Ouais. Donc je suis d'accord. Moi, j'allais dire, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que là récemment, nous on utilise Storybook pour développer nos composants web et en fait. Pardon, j'essaie de trouver le lien en même temps. Storybook est basé sur Webpack et codé en React. Donc, même si tu codes pas tes composants, tu es obligé de te taper toute cette overhead, cette surcharge en développement. Et donc, on en était à un point où, quand on faisait un CTRL-S en local, je modifie mon composant. T'as beau avoir un live reload, il est tellement long que... c'est assez de temps pour que ton cerveau soit en mode je regarde autour de moi, etc. Et 15 minutes après, tu es sur Twitter. C'est ça, ouais, tu ouvres Twitter, tu fais... Et donc récemment, on a migré un peu ce truc-là pour partir sur c'est pas un fork de Storybook, mais c'est une autre manière de le démarrer qui est plus ou moins précompilé. Et donc, le timing est parfait parce que j'ai écrit un petit ADR pour décrire pourquoi on avait décidé de switcher vers ce Storybook pre-build. Et donc, ADR, Architecture Decision Record. Ouais, c'est ça. Donc un document qui décrit une décision d'architecture, ou là en l'occurrence une décision technique. Et donc avant, pour démarrer notre Storybook de dev, ça prenait 30 secondes. Maintenant, ça prend 0 secondes.
mais enfin, en tout cas, ouais, voilà, c'est quasi instantané. Et surtout, quand je faisais un CTRL-S, le moment où je vois, je sais pas moi, la modification CSS ou JavaScript dans la preview du browser, avant c'était 8 secondes. Et maintenant, on est en dessous de la seconde, en fait, dans les cas, la plupart des cas où on peut faire du hot module replacement. Et particulièrement quand tu es sur du CSS, tu changes une couleur, une marge ou autre. Quand tu as 8 secondes, bah, tu le fais plus dans l'IDE, tu le fais dans les DevTools pour tester des petits trucs. Et après, il faut pas que tu oublies de recopier tous les changements que tu as fait dans tous les sens. Et là, tu en reviens à... Donc ouais, pour en revenir à ce que disait Quentin, c'est quand tu arrives à une leap, enfin un saut un gap de différence de perf, tu en viens à transformer tes usages, quoi. Ouais. Voilà. Je vais mettre un petit lien vers l'ADR pour ceux qui... Ok, je vous propose de passer au lien suivant. On avance. C'est une conférence YouTube que je n'ai pas regardée, qui nous est proposée par Hubert. Et moi, j'ai juste vu dans les notes qu'il y avait marqué tofu or not and not tofu. Et du coup, je suis sceptique et curieux. Alors, c'est une conférence, petite conférence, ça dure 10 minutes, de Persa Zula, j'espère que je le prononce bien. En fait, pour donner le contexte, dans nos composants UI chez Clever, on a un composant champ de saisie de texte. Et comme beaucoup de UI modernes, on a un mode pour cacher, afficher quand on veut que ce soit un champ de saisie de secret. Donc dans une plateforme comme Clever, ça arrive souvent qu'on ait besoin de copier des tokens, des trucs comme ça. Donc on les affiche avec à l'intérieur de notre composant, il y a un input type password qui est standard en HTML. Le petit problème, c'est qu'un input, c'est monoligne. Et dans un text area qui est multiligne, il n'y a pas de mode secret password en fait. Et donc, quand vous voulez copier-coller une clé privée SSH ou ce genre de truc, c'est pas pratique. Et donc, comme nous, tous nos champs de saisie de Vardanv sont potentiellement multilignes si vous tapez sur Entrée, en fait, vous ne le voyez pas de base, qui grandissent automatiquement, mais c'est des textes ARIA. Donc, on ne peut pas actuellement faire notre système de afficher, cacher le secret. Et donc, ce que j'ai commencé à essayer de voir, c'est est-ce que je pourrais pas faire que la police de caractère du texte ARIA, ce soit que des petits ronds, des petits astérisques, comme il y a dans un input password. Et donc, j'ai commencé à creuser comment ça marche les fontes, il y a quoi dans un fichier, etc. Et je suis tombé sur cette histoire de tofu, et donc sur ce talk, entre autres, parce qu'il y a d'autres articles qui en parlent. Et donc, le talk parle essentiellement de qu'est-ce que c'est ce fameux caractère. Donc, souvent, on parle bien du caractère dans une police. Quand il y a un caractère qui n'est pas supporté, qu'est-ce qu'on affiche ? Et dans beaucoup de polices, c'est un rectangle qui a été baptisé tofu par pas mal de gens. Et parfois, c'est un rectangle avec une croix dedans. Et il a été baptisé, celui-là, not tofu. Ce qui a fait rire tout le public là, dans le talk. C'est assez marrant. Et donc, c'est vraiment un tout petit talk pour vous expliquer d'où vient ce caractère, comment il fonctionne. La personne revient aussi sur... je crois que c'est moins le cas qu'avant, mais sur les premiers e-books, ils étaient livrés avec des polices qui, en général, marchaient très bien pour afficher de l'anglais ou des langues latines, enfin basées sur l'alphabet latin. Mais dès que tu arrivais sur des langues qui vont taper assez haut dans l'Unicode, notamment des langues asiatiques, il y avait des tofu partout et ton article était illisible, c'est-à-dire que ton article, ton livre ou autre. Et donc, la personne explique qu'il y a eu toute une communauté de gens qui ont essayé de patcher des polices pour ajouter les caractères, pour essayer de lire ce dont ils avaient besoin. Et donc, de manière très officielle, ce caractère tofu, not tofu, il s'appelle .notdef. Et donc, là, la personne dans le talk part d'un outil en Ruby, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez, qu'elle utilise pour analyser la CMAP table, qui est en fait dans n'importe quel fichier de police une table d'association entre le code, le carcode, le code point du caractère et l'identifiant du glyphe qui est associé.
Donc, si vous voulez créer une police, vous allez associer le code de la lettre A en minuscule à telle forme, etc. Et dans votre police, vous allez définir que potentiellement, si vous ne savez pas afficher un caractère, vous affichez celui-là. Et dans ces cas-là, vous le définissez avec NoteDef, aussi appelé le tofu, NoteTofu. Voilà, donc c'est un petit talk intéressant de juste voir qu'en fait, il y a un système pour gérer ce caractère-là dans les polices. Et je suis encore en train de creuser de est-ce que je vais... Enfin, j'ai un POC qui fonctionne pour faire mon système de secret. Je suis juste en train de creuser de est-ce que c'est une bonne idée au niveau standard, accessibilité, tout ça. Voilà, un petit talk sympa sur les polices. 10 minutes. Ok, je n'ai absolument aucun avis sur le sujet. Non, mais juste effectivement, il y a le débat de l'accessibilité parce que ce caractère, il est associé à putain, il y a un truc caché dans ma fonte. Donc, faut que les gens comprennent que c'est fait exprès. Alors, normalement, pour un lecteur d'écran, ça sera quand même le code point d'une lettre que tu as tapé dans le champ. C'est juste que visuellement, la police sera incapable d'utiliser un glyphe et devrait afficher le tofu. Mais c'est ça qu'il faut que je creuse et que j'ai pas encore fait. Yes. Ok. T'enterres pas, mais sinon c'est bien. On passe au lien suivant, qui est un lien sur Kotlin, où c'est quelqu'un qui déplore l'adoption pas assez rapide à son goût de Kotlin côté server-side. Je voulais pas dire lente parce que de mon point de vue, ça a quand même pas mal pris de part de marché côté serveur. Juste le monsieur trouve que ça va pas assez vite. Et je l'ai mis parce que je voulais l'avis d'Emmanuel. Je sais que tu as une double casquette Quarkus et Feu. Feu. Et Feu Célon. Ouais. Et Feu Célon. J'ai encore le t-shirt du Célon Tour 2014 chez moi. Et du coup, je voulais savoir ce que tu en penses, parce que c'est vrai que côté Android, le jour où Google a dit Kotlin, ce sera du Android parce qu'ils étaient bloqués en Java 7, ça s'est vachement mieux passé pour tout un tas de gens. Côté serveur, c'est moins vrai. Et du coup, je voulais ton avis là-dessus. En fait, c'est super difficile l'adoption. Quand je parle avec les développeurs advocates chez nous, leur chef, la Bursutter, il a cette fameuse théorie qu'il faut être 10 fois meilleur que la compétition pour vraiment faire une différence. D'accord ? Faut être en fait, déjà, tu te trouves 3 fois meilleur que la réalité, et puis il faut que les gens voient 3 fois de différence. Donc c'est 3 x 3, 9, t'arrondis, ça fait 10, quoi. Mais du coup, ça, tu te dis, c'est chaud, quoi. Quand on démarrait Quarkus, tu vois, c'était le premier à dire, il va falloir que vous soyez 10 fois meilleur. Et nous, on était là, on est 10 fois meilleur. Et en fait, il faut vraiment attaquer sur plein d'angles différents pour réussir. D'accord ? Et Kotlin, effectivement, Android, et l'autre point, c'est effectivement, soit tu shifts le contexte de marché, il y a une niche qui devient énorme, et donc c'est ce qui est arrivé à Kotlin avec Android. Ce cas-là, leur niche, à un moment, ça a été le big data, et maintenant, ça l'est plus, donc je sais plus trop où ils en sont, mais parce que je suis un peu moins. Mais c'est hyper dur face à un gros dominant, en fait, pour être très honnête. Il faut vraiment être très bon pour que les gens avancent, et il faut continuer à pousser. Et pourtant, Kotlin, côté serveur, il a eu, il a eu de l'aide de Seb Deleuze et l'équipe. Donc, il y a Spring derrière. C'est quand même pas rien dans l'univers Java quand Spring dit on va essayer d'améliorer les choses pour Kotlin. Donc, vraiment, tout le monde pousse, tu vois, c'est pas genre... en gros, la seule excuse qui reste, c'est l'humanité est tellement conne, tu vois, il n'y a plus rien à faire, quoi. Mais voilà, c'est difficile. Mais après, non, moi, je pense que Kotlin, il fait quand même son bout de chemin. Je sais pas, moi, perso, je vois pas vraiment d'essoufflement. Ce qui est sûr, c'est que comme Java s'est mis il a commencé il y a 5 ans, je crois. Il y a 5 ans, Java, il n'y avait pas des releases tous les 6 mois. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont quand même bougé dans l'univers Java, ce qui fait que c'est moins évident, quoi. Java est pas mort non plus, tu vois. Est-ce que c'est pas un langage de transition, Kotlin ? Ça a permis aux gens qui font Java de se bouger un peu parce que
ils avaient besoin de voir qu'il fallait que ça bouge, et à pas mal de gens finalement de se lancer sur d'autres langages, parce que le chemin de Java to Kotlin est plutôt cool, et ensuite une fois que tu maîtrises bien Kotlin, le chemin de Kotlin to Scala est pas si mal. Et est-ce que ça n'a pas permis à des gens finalement de quelque chose de temporaire pour t'emmener sur autre chose? Autre chose, ça, à mon avis, c'est pas Scala. Alors du coup, je dis Scala parce que je veux prendre l'attention de Quentin Adam, parce que nous faisons beaucoup de web Scala chez Clever Cloud. D'accord. Ouais, c'est-à-dire que pour moi, Kotlin, c'est un peu... on a pris quelques idées à Scala, mais on n'en a pas pris assez. Et du coup, quand tu fais déjà du Scala, très sincèrement, Kotlin, je vois pas bien l'intérêt, parce que pour moi, ils se sont arrêtés à la moitié du chemin à chaque fois. Pour autant, quand tu faisais du Java 8, c'est vrai que Kotlin t'amène des choses très cool. Quand tu fais du Java 13, Kotlin t'amène déjà beaucoup moins de choses cool. Et par contre, t'obliges d'avoir un autre runner. Pour moi, Kotlin, ils sont quand même bloqués entre... on a poussé Java, et très, très sincèrement, je pense que sans Kotlin et sans Cylon, etc., en fait, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, Java aurait eu du mal à bouger, et clairement, ça a donné un coup de boost à Java pour avancer. Je n'entends plus personne. Ouais, je ne t'ai pas entendu là, Manu. J'entends juste plus Manu. Moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis muté en même temps. C'est le vieux truc. Allô, tu m'entends? Désolé. Non, je disais effectivement, il y a eu une explosion un peu cambienne des langages. Donc Scala était là depuis avant, mais après il y en a eu plein d'autres. Voilà, du Cylon, Kotlin, Golo, voilà. Golo, c'était plus pour la plaisanterie, mais il y en a eu une explosion. Il y avait même Fun. Voilà, il y avait plein de langages intéressants. Pour moi, celui qui s'en sort le mieux, c'est Kotlin. Et en même temps, tu vois, je regarde le TIOBE index, le TIOB index, et Scala est juste derrière Kotlin, 31 et 32 respectivement, avec 0,46% et 0,44%. Donc, j'ai peut-être tort en disant que pour moi Kotlin avait dépassé Scala, mais visiblement, en tout cas, accordément à cet index, ça c'est pas le cas. Non, je pense pas. Scala après, il y a toute la différence de l'usage serveur et l'usage Android. Ouais. Et puis il y a des très gros trucs en Scala aujourd'hui. Ouais, il y a des gros machins. Oh, c'était 27 pour info dans ce truc-là. Oh, Fortran est 22. En fait, D est avant Rust. Ce qui est... Ok. Ouais, là, pour le coup, je pense que sur le bas de la courbe, on est moins sûr, quoi. Ouais. Mais c'est un phénomène assez courant, ce que vous décriviez, enfin, en tout cas, ce que tu décris, toi, Laurent, sur t'as un langage qui va pas assez vite au goût de plein de gens. Un langage ou un outil, hein, t'as une proposition complémentaire de la communauté, mais qui est de niche, donc très peu l'adoptent, mais elle va influencer l'acteur historique. Dans le monde JavaScript, c'est un peu arrivé avant ECMAScript 5, qui a mis énormément de temps à arriver, et où CoffeeScript a influencé énormément les travaux qui avaient été faits. Tu as eu la même chose avec toute la partie gestion au niveau de la fondation de Node.js, qui s'est fait talonner par IOJS, et puis finalement... c'est là qu'ils ont décidé de changer un peu la manière dont le projet est managé. Et après, est-ce que Deno influence Node en ce moment? Oui, on le voit. Est-ce que ça va... Où ça va aller, on ne sait pas trop. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qu'on trouve assez souvent. Et même parfois, l'influenceur qui fait que l'acteur historique a eu un rebond n'est pas toujours assez... cité et mise en valeur pour son rôle, quoi. Ouais. Mais après, il faut qu'ils se plantent. Tu vois, Jenkins, Hudson, ils se sont activement activement plantés, tu vois. Et après, Jenkins, ils ont exécuté. Mais il faut les deux, en fait, tu vois, c'est ça la difficulté. Ou alors, marché entièrement différent. Rust, approche très différente, avec un marché... que Go a essayé de prendre et qui finalement a remplacé un autre niveau qui était plutôt du Python, Ruby, je pense. J'allais dire, faut pas être géré par Oracle, mais c'est pas vrai pour Java. Enfin, c'est plus vrai. Rust est un marché très spécifique. Rust, ça remplace C++. Et en fait, personne n'a attaqué C++.
Et c'est une bonne chose qu'on attaque C++ parce que depuis, on a fait des efforts. Et je pense que c'est ça, en fait, aujourd'hui, quand les gens mettent en comparaison Rust et Kotlin, ça n'a pas de sens. Les marchés n'ont rien à voir. Vraiment, le marché de Rust, c'est et franchement, pour avoir écrit des morceaux d'interface graphique low level ou des drivers en C à une époque, ou avoir écrit récemment des drivers en Rust, mais on parle de magnitude de milliers d'heures de différence et de confiance en ton code et de performance. Ça n'a rien à voir. C'est genre, refaites du C++ si ça vous fait plaisir, testez et vous comprendrez pourquoi tous les gens du système development sont excités à propos de Rust. C'est juste qu'en fait, ça change ta vie. Alors après, aller faire des API web avec, genre chacun sa vie, tu vois. Mais moi, même nous, on ne le fait que pour déconner chez nous. On en a pour déconner. Tout comme on a des outils Haskell chez nous. Des API web, ouais. Il faut essayer. Il faut dogfooder. Dinotrack, il dit plus qu'on a des outils Go, parce qu'on a arrêté de déconner avec Go. Ouais, on a vraiment plus rien en Go. Je crois qu'on a encore on a un truc qui est en train d'être écrit par Kelkoch. Il y a un truc qui sera dégagé dans 4 jours. Non, en Rust. Non, mais en fait, c'est typiquement, le truc qu'on a en Go, là, typiquement, qui est en train d'être écrit, c'est un truc qui, en fait, bouffe de la RAM, parce que le garbage collector de Go est ce qu'il est en termes d'optimisation, et en fait, le machin est exécuté épisodiquement sur les machines, et en fait, régulièrement, le machin nous colle des bécanes en PLS et se fait OOM killer sans pouvoir terminer son boulot, pour aucune bonne raison, si ce n'est que le garbage collector de Go, si jamais je pouvais le paramétrer et lui parler, je pourrais faire des trucs avec. Sauf que les gens de Go ont décidé que leur garbage collector était tellement bien écrit qu'ils n'avaient pas besoin de se faire paramétrer. Et donc, du coup, je ne peux pas parler au garbage collector de Go. Et donc, en fait, ma seule solution, c'est soit de créer des objets qui n'existent pas pour jouer avec la statistique interne du garbage collector comme on le faisait en Java 1, tu sais, le truc complètement débile de la grande époque. Soit de dire, ça va, dégage-le, le soft fait quelques centaines de lignes, dégage-le, on va réécrire en Rust. Et comme ça, on va gérer la mémoire un peu finement, quoi. Mais littéralement, c'est ça mon problème dans ce soft-là. C'est l'autre truc d'ailleurs. On fait quand même maintenant on ne fait pas des méga code base. On fait plutôt des petits morceaux. Tu vois, le microservice ou pas. Tu peux aimer ou pas, mais au moins ça donne une dynamicité sur l'outil que tu veux utiliser. Donc ça ouvre des portes à Kotlin. Enfin, contrairement à ce que l'article dit, ça ouvre des portes d'expérimentation. Ou à Quarkus aussi. Tu vois, c'est un truc qui n'aurait pas eu le même succès si les gens n'étaient pas prêts à faire des petits morceaux, tu vois, le Monolith Strangle ou Strangle de Monolith ou des choses comme ça. Strangling Pattern, pardon. Et puis de toute façon, Kotlin sur Android a gagné et c'est bien pour tout le monde. Tu vois. Oui, voilà. Je dis qu'à l'époque, c'était pas Java 8, c'était Java 7 en plus, quand Kotlin est arrivé sur Android. Ouais, donc, bricolé par Google. Java 7 bricolé dégueulassement par Google. C'était Dalvik, donc c'était un peu chelou. Bref, on passe au lien suivant. Je pense qu'il va falloir qu'on exécute assez vite les derniers liens. La cadence. Voilà. Nouveau projet de nos amis de la Maïf. Ils viennent d'open sourcer Thoth, je ne sais pas. C'est une déité égyptienne, donc ils ont épuisé le panthéon japonais apparemment. Ça veut dire qu'il y a probablement plein de trucs à open sourcer où ils nous ont rien dit. Je ne sais pas. C'est un truc avec une tête d'oiseau, quoi, globalement. Ouais, je pense qu'ils ont épuisé le panthéon des divinités japonaises prononçables. Prononçable. Mais non, le japonais, c'est facile à prononcer. Anyway, la Maïf open source, c'est la librairie de gestion d'event sourcing avec plein d'autres petits trucs cool à côté. Il n'y a pas que la lib d'event sourcing, il y a un peu toutes les libs qui sont utilisées pour faire le projet d'event source. Moi, je trouve ça hyper cool parce que déjà, ça crédibilise, s'il y avait besoin de le faire, l'utilisation d'event sourcing en entreprise bien enterprise. On parle de la Maïf. Et donc ça, c'est chouette. C'est plugué sur du Kafka et du Postgre par défaut. Et avec, donc, viennent 3 libcools Juke Async, qui est de la glue entre Vertex Waver et Juke. Juke, Java Object Oriented SQL, je sais plus. Je vais me faire tuer par Lucas Seder s'il nous écoute, je sais plus ce que ça veut dire. Ça va pas être ça. Juke, c'est un outil pour facilement écrire des requêtes SQL
en Java. C'est comme du Hibernate, mais il fait moins de choses. Du coup, on va se faire tuer par Gavin King, pas par Lucas. Ils ont fait Functional JSON, qui est une librairie de parsing de manipulation avec du sucre synthétique JSON basé sur Jackson et une lib de validation. Et je sais que Emmanuel, tu as dû mettre les mains dans Bean Validation, la JSR. Ouais. Pas, ouais. Je l'ai créé en fait, co-créé. C'est ça. Je l'ai créé. Je dois avoir un avis là-dessus. Non, mais en tout cas, ça m'a rappelé. Déjà, c'est super cool qu'il y a que les gens poussent sur l'event sourcing. Il y avait un truc qui s'appelle Axiom, je crois, un autre framework, voilà, mais je sais pas, il n'a jamais vraiment cliqué pour moi. Donc c'est bien de voir d'autres gens pousser là-dessus. J'ai mis moi un autre article aussi sur les sagas qui sont pour le coup des interactions entre microservices qui peuvent se compenser en termes de business et non pas avec une transaction au sens XA. Et notamment parce que dans l'event sourcing, ils expliquent qu'ils font pas du dual write, c'est-à-dire écrire dans la base de données et dans Kafka et espérer que les deux se passent bien ou qu'aucun se passe bien. Et du coup, Saga plus le outbox pattern, qui est une autre façon de résoudre ce problème-là, où on écrit dans la base de données et on écoute les changements dans une table pour aller pousser ça dans Kafka. Voilà un article intéressant qui est sur InfoQ, que je vous laisserai lire, qui est un peu long, mais qui est très intéressant si vous voulez creuser ces deux sujets, ces deux approches-là. Pour moi, ça avait un lien très fort avec la communauté .NET. Il y avait beaucoup de sujets event sourcing en .NET. Oui, CQRS, event sourcing, ça vient de .NET, ouais. Et je trouve ça cool que voilà, ça il y a un très vieil article sur l'event sourcing dans les cascodeurs avec Jérémy Chassin, qui est vieux, mais les concepts sont intemporels. Ok. On passe au lien suivant. Désolé, on accélère un peu la cadence parce qu'il reste encore un article à Uber et en plus c'est sur les cookies. Ça va être long. On est reparti pour 1 heure de podcast. Exactement. Ouais, c'est pas que des cookies normaux, c'est des super cookies. En plus, des super cookies qui nous ont été demandés sur Twitter spécifiquement en plus, mais ça venait juste de sortir. Ouais, en fait, l'article est sorti la veille de l'enregistrement, il y a 2 semaines où j'étais là. Et en fait, il y a une règle, on peut pas parler de cookies si je participe pas au podcast. Et du coup, ouais, donc Firefox 85 est sorti avec une... Non, en fait, l'article est plus vieux que ça. Tiens, c'est intéressant. Oui, non, bref. Donc, c'est un article qui parle de ce qui est sorti dans Firefox 85, qui concerne le partitioning du cache network et qui a la propriété notamment de limiter, voire complètement supprimer beaucoup de techniques de super cookie. Donc, un super cookie, on va dire que c'est une manière de reproduire ce qu'on peut faire avec un cookie, donc savoir identifier une personne entre plusieurs navigations, mais pas avec la technologie cookie, mais en détournant d'autres technologies, d'autres fonctionnalités du navigateur qui stockent des informations. Et donc c'est un sujet que j'avais un peu évoqué quand j'ai fait un talk sur les cookies, c'est qu'en fait, quand tu commences à creuser ça, tu te rends compte que toutes les formes de stockage du navigateur, et il y en a énormément, ont été abusées pour traquer les gens et se souvenir que quelqu'un est déjà venu. Donc, premièrement, en forme de stockage, on pense aux cookies, au local storage, mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont plus pernicieuses. Il y en a une que je trouve assez fascinante, c'est le HSTS cache. Donc, je vais au moins juste parler de celle-là, parce qu'elle a été utilisée abondamment par un géant du retargeting. Le HSTS, c'est un header qui vous permet de, on va dire, forcer vos visiteurs à être en HTTPS. Et donc, quelqu'un visite votre site, vous envoyez un header, vous dites « Moi, je suis tout le temps en HTTPS pendant 1 an. » Et donc, toutes les prochaines visites sur votre site
même si le lien est tapé à la main en HTTP, si vous cliquez sur un lien qui est en HTTP, le navigateur va rajouter le S, on va dire, au lieu de faire un aller-retour pour se prendre une redirection. Donc ça, c'est pratique. Mais si vous faites ça, ça veut dire que votre navigateur doit retenir que pour tel site, il faut être en HTTPS. Si le navigateur retient une information, vous pouvez vous en servir pour traquer les gens. Et donc, limite, je partagerai un article de Safari sur comment utiliser cette technique pour traquer les gens. Mais pour le résumer très simplement, vas-y, Emmanuel. Non, ça rappelle Spectre Meldon, c'est de l'attaque par la cache d'état, en fait, tu vois. C'est ça, ouais. Plus simple avec les navigateurs, oui. Mais c'est un peu les mêmes gammes. Mais là, en gros, si vous faites naviguer quelqu'un sur 32 sous-domaines, donc A, B, C, D, E, F, G, H, vous voyez le genre, ou même 36, et que vous mettez certains à forcer l'HSTS et d'autres non, vous allez créer en fait un nombre binaire de autant de sous-domaines que vous avez. Et comme vous pouvez détecter si le HTTPS a été forcé ou pas, en fait, c'est une technique qui se base là-dessus. Alors là, quand je l'explique en 2 secondes, c'est très clair dans ma tête. Je vais vous partager l'article. Non, mais c'est l'équivalent d'un identifiant unique pour la personne, en fait. C'est comme si on stockait des 0 et des 1. Et donc, j'ai revérifié hier soir parce que j'étais assez curieux. Donc, on peut aussi abuser du e-tag qui sert à essayer de cacher par un identifiant unique des requêtes, donc des images ou autres. On peut abuser du e-tag pour traquer les gens. Et donc, j'avais fait une démo que j'avais mis en ligne pour mon talk sur les cookies à base de e-tag. Donc, j'ai retéléchargé un vieux Firefox 60 et quelques. Et donc, j'ai revérifié ce matin. En Firefox 60 et quelques, la technique marche. Je peux traquer des gens avec un e-tag. En Firefox 85, je ne peux plus. Et donc, on a bien une isolation assez forte. Ça, c'est vachement intéressant en termes de privacy. Et c'est vraiment cool que Firefox ait enfin fait ça. C'est quelque chose que fait Safari d'une manière un peu différente. Mais l'impact que ça a, c'est les fameux CDN, où historiquement, on va se dire je vais charger jQuery depuis un CDN, comme ça potentiellement il est déjà dans le cache du navigateur parce que la personne l'a déjà récupéré en étant sur un autre site. Ça, c'est fini en fait. C'est clairement terminé. Alors déjà, c'était pas un si gros avantage que ça, parce que le CDN jQuery, tout le monde n'utilise pas le même, tout le monde n'a pas forcément la même version. C'était peut-être un peu plus vrai sur les Google Fonts, où de toute façon tout le monde utilise Roboto ou Lato ou je sais pas quoi. Et du coup, potentiellement, vous aviez plus de chances de l'avoir déjà dans votre cache, mais ça va être complètement isolé en fait. Donc on va perdre un peu sur cette partie performance pour gagner en privacy. Au premier chargement de son site. C'est ça, ouais. Et donc, c'est quelque chose que je trouve plutôt cool. À la fin de l'article, l'équipe de Firefox tient à saluer les travaux de Brave, Chrome, Safari et le navigateur de Tor pour tous les travaux qu'ils ont fait pour combattre les super cookies. Et il y a un lien aussi sur ce qu'est en train de préparer Chrome pour partitionner le cache aussi dans le navigateur. Par contre, c'est pas encore shippé à ma connaissance. Et ils ont des techniques un peu différentes. Et en plus, mais ça, j'ai pas bien vu comment ça fonctionnait dans Firefox. J'ai l'impression que la notion de qu'est-ce qu'un site, ou à partir de quel moment on met la cloison entre telle adresse et telle adresse, est pas exactement la même. Chrome a l'air de partir sur du ETLD, donc un système proche des cookies où plusieurs sous-domaines vont être partagés. J'ai pas vérifié. Je ne sais pas si Firefox fonctionne de la même manière ou s'ils sont plus sur une vraie origine, en tout cas les mêmes règles que pour le CORS, etc. Voilà. Il y a... Je me rappelle plus le nom de cette... C'est pas une faille, mais... donc dans la guerre de pouvoir vous traquer... D'ailleurs, je suis étonné parce que j'avais pensé il y a quelques années, mais je suis étonné qu'ils le font que maintenant. Mais en gros,
ce qu'on essaie de cacher, c'est les third-party cookies où les gens puissent vous traquer entre les différents sites. Et du coup, il y a une technique qui marche bien pour transformer un third-party cookie en first-party cookie. Tu demandes au site du genre de Register de faire un sous-domaine ma boîte de pub.register.com et du coup, tu vas pouvoir lire ma boîte de pub.register.com fait partie du top level domaine et du coup a accès à tous les cookies de register.com, y compris du coup la capacité d'aller attacher un identifiant. Donc ça c'est le principe du cookie. Le problème, c'est que ma boîte de pub.register.com, elle appartient à ma boîte de pub, donc c'est un serveur de ma boîte de pub qui, elle, du coup, va pouvoir partager les mêmes identifiants entre les différents utilisateurs. Donc ça casse la notion de third-party cookie et ça les transforme en first-party cookie. L'autre problème super chaud, c'est que du coup, tous les cookies de Register, ils sont là aussi. Le cookie de votre banque, il est là. Donc, si la banque utilise ça, en gros, toutes les informations de login sont aussi partagées incidentellement à votre mec de pub. Et les mecs de la pub, c'est des mecs super clean. Donc, c'est pas le problème. Mais imaginez s'ils étaient pas super clean. Ouais, le CNAME clocking, on en avait parlé dans un épisode, et c'est là que, du peu que j'ai lu, et il faut que je creuse, vu que Google va partitionner à peu près de la même manière que les cookies, j'ai l'impression que la technique continuera à fonctionner, alors que je serais pas étonné que l'isolation de Firefox soit plus stricte, un peu comme ce que fait Safari. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, j'ai pas vérifié. Non, parce que c'est dans le... Je crois que du coup, ça passe. Ce qu'il faut, c'est un truc qui puisse filtrer la requête vers le CNAME avec un ad blocker assez intelligent. Ouais. De ce que j'ai vu. Right. On passe au dernier lien de cet épisode. Et c'est un outil écrit en Rust, ce qui n'étonnera personne. Ça s'appelle Brute. B-R-O-O-T. On va dire Brute. Et c'est un lien de Quentin Adam. Ouais, c'était un petit côté outil de l'épisode. Brute, en fait, j'ai trouvé que c'était un outil très cool. Ça correspond à... C'est un hommage. Vous savez que vous êtes à l'intérieur que quelque part dans le directory, il y a ce que vous cherchez. Ou le directory que vous cherchez. Mais vous y allez pas souvent, donc votre auto-jump ne marche pas. Et là, la bonne réponse des vrais Linuxiens, c'est de vous dire, tu fais un find. Et puis, le temps que tu retrouves le pattern de find, on en discute. Ou tu fais un grep ou un rip grep avec des... Stack Overflow. Oui, un FD. FD, c'est find en Rust. Voilà, ou un rip grep plutôt qu'un grep. Mais à chaque fois, c'est pas simple et c'est pas nécessairement très intuitif. Et Brute, en fait, se lance comme une interface, donc plus en ncurses, et vous permet de filtrer facilement les fichiers, vous permet de voir la taille des fichiers, vous pouvez même faire des aperçus des fichiers, y compris des images, d'ailleurs, rendues avec ce qu'ils trouvent dans le terminal. Vous avez du coup les tailles, vous pouvez vous balader avec des panneaux de Miller comme le Finder macOS dans votre architecture de fichiers, trouver ce qui vous intéresse et céder au bon endroit automatiquement. Donc le CD, le switch directory avec le truc à l'intérieur, c'est un peu une combinaison d'un find et d'un fuzzy searching, mais dont la commande en fait est toujours un peu obscure pour les gens qui n'y passent pas assez de temps à utiliser, là où Brute est très sincèrement assez simple à utiliser. C'est quelque chose qui permet de voir les tris, de faire un ls et un cd. C'est vraiment un outil pour vous déplacer dans votre arborescence de fichiers, simplement en cherchant des trucs, en regardant la taille des directories. Moi, je trouve cet outil assez fascinant. J'ai encore un peu du mal à l'automatiser dans ma façon de vivre dedans, mais franchement, je le trouve hyper cool pour pas mal de cas. Ça me rappelle Tig, que moi j'aime bien, comme ligne de commande pour Git. C'est un peu la même philosophie, un petit peu de graphique, mais reste... et interactif, ouais. Quand tu le lances, tu arrives dans des menus et en plus, c'est packagé pour Exerbo. Tig et Brute. N'est-ce pas merveilleux? Ouais, la version de Brute packagée Exerbo, faut qu'on passe dessus un petit peu. Faut qu'on passe dessus un petit peu, mais c'est packagé macOS notamment, ça marche très bien. Vous faites un bout install et ça marche. Enfin voilà, c'était mon petit conseil du jour.
Mais je vais passer sur le package. Et après, le petit conseil du jour. Passons au choix musical du jour de la semaine. Moi, je vous fais des bisous tout de suite. Je file à toute vitesse. Merci encore, Emmanuel, d'être venu. Merci de l'invitation. Chousse. Alors, vas-y, Manu, ton choix musical. Alors, comment je raconte? J'explique. Pourquoi? Donc, j'ai pris Believe de Cher. Classique. Pourquoi? Parce que, classique, mais quand on écoute à la minute, à la seconde 37, à la 37e seconde, il y a un son qui maintenant est connu pour nous, mais qui à l'époque a fait genre un truc de fou et qui a participé d'ailleurs au succès de cette chanson. Ça faisait quelques années que les gens utilisaient l'autotune. C'est en gros une technique qui dit quand le gars il fait une fausse note, il est quand même relativement proche de la note qui va bien. Du coup, il y a un algorithme qui va aller ramener la note plus proche de la gamme, la note qui est à la gamme la plus proche. Et puis, en gros, ça dit, voilà, j'ai 10 millisecondes pour revenir à la note propre. Ce qui fait qu'il y a une évolution de la voix qui est classique. On passe pas d'une note à l'autre instantanément quand on chante. De ce que j'ai compris, hein, je chante pas, c'est interdit. Voilà. Ça fait partie d'ailleurs de l'autocorrélation, des techniques d'autocorrélation. Et le mec qui a fait l'autotune, il l'avait fait pour les relevés sismographiques, juste pour info. Et donc, à un moment, il est parti en retraite et puis il s'est dit, quelqu'un qui lui disait, il l'a challengé, est-ce que tu peux faire chanter quelqu'un correctement? Et donc, il s'est dit, mais je peux réutiliser mes algorithmes. Et du coup, l'autotune, c'était fait pour ça, pour cacher la misère. Et l'autotune, du coup, que je vous ai dit, c'est on prend 10 millisecondes pour aller changer, pour corriger la note fausse vers l'amener. On choisit en fait ce temps-là. Quand on pousse les limites de configuration, quand on la pousse à 0, le changement de note est instantané et ça fait un petit peu robot. Ça fait même carrément robot. Et donc Cher a utilisé, son producteur Cher cherchait un son comme ça, un peu différent à ce moment-là de la chanson. Son producteur avait trouvé cette technique et du coup il l'a utilisé. Mais ils ont gardé ça secret pendant des années. Ils se disaient non, on utilisait un vocodeur ou d'autres techniques qui étaient pas ça. Et donc c'est le petit lien entre la musique et la technologie. Voilà. Bon, après j'aurais pu parler des Daft Punk qui se séparent, mais bon, c'est plus triste. Alors bon. C'était déjà la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus. D'accord. Je sais même plus ce qu'on a mis avant. Non, la semaine dernière, c'est pas si vieux que ça. Moi, mon espoir, c'est le retour de Stardust, mais je pense que je peux m'asseoir dessus. Ouais, je pense. Merci Emmanuel d'être venu et d'avoir joué le jeu pendant 2 heures. On t'a un peu cramé ta matinée. Puis merci d'avoir rajouté ton petit tweet pour qu'on puisse discuter des licences, parce que c'est des sujets, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est des sujets qui nous impactent beaucoup. Donc voilà, merci d'avoir glissé l'opportunité d'échanger. Avec plaisir. On va dire au revoir au tableau de Quentin. Exactement. Au revoir le tableau de Quentin. Ouais, au revoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Au revoir. Ciao.